fait plaisir de se retrouver. C'est Roue Libre, c'est la première équipe et c'est surtout le Tour de France 2021. Quel kiff, c'est le meilleur moment de l'année. En tout cas, pour moi, c'est un pur bonheur de vous retrouver, les rouleurs, pour 1h45 de live, de preview du Tour de France. Vous êtes déjà très nombreux sur le chat. Bonjour à vous tous et l'équipe en roue libre est présente en force. Tout le monde est présent. Nous sommes bien trois présents sur ce plateau. En forme, c'est la question que je te pose, Polo. Ouais, très en forme. Hein. On a commencé ce matin en se mettant un peu dans le bain. Les avis sont prêts, les débats vont être aiguisés. Ça va être une belle preview et ça annonce aussi un très beau Tour de France. Exactement, avec une très belle couverture, Polo, que tu vas nous expliquer juste là, t'as après. Pas froid, hein, je te le dis. Exactement. Comment ça va, Roby, la forme? Ça va, clairement la forme. On voit, je suis un peu rougeau. J'étais au soleil ces derniers jours. T'étais où? J'étais à Trouville. Alors voilà, il faisait pas un temps exceptionnel, hein. Honnêtement. Et pourtant, tu as quand même pris des coups de soleil. Ouais, Il faut mettre de la crème solaire. Voilà, moi, le seul beau jour qu'il y a eu, je suis allé mettre sur la plage, prendre le soleil comme un débutant. mais du coup, je suis très content d'être là, très content que ce tour démarre. Et qui dit quotidienne, moi, ça me rappelle 2019 et on avait eu un tour incroyable. Donc j'espère que ce sera aussi bien. Tous les trois ont évité la chute. Effectivement, on est bien présent. On l'a évité, cette chute qui a eu lieu sur la première étape du Tour de France, parce que c'est en ce moment la première étape. Et d'ailleurs, ne vous inquiétez pas, on va faire une preview du Tour de France, mais surtout, on va aussi regarder cette étape qui est en ce moment même à 30 km de l'arrivée de Landerneau. On va regarder le sommaire de cette émission. Vous allez le voir, qui va donc comporter 4 parties. 3 sont affichées ici. Le parcours à la loupe. À la fin du parcours, qui va durer environ une trentaine de minutes, on va s'arrêter sur les étapes qui seront importantes. On va regarder l'étape, on va voir un peu où on en est. On va essayer de vivre les 10 derniers kilomètres ensemble, histoire de se concentrer bien sur cette première étape qui va être très intéressante, parce que c'est une étape que peuvent remporter de très grands noms du peloton, dont Mathieu Van Der Poel, Van Aert, Alaphilippe notamment, qui sont les 3 les plus cités. Il a été retenu dans la chute qu'on vient de voir. C'est vrai. On va voir s'il a le temps de revenir, mais à mon avis, il a été pas mal ralenti. Je ne sais pas s'il est rentré sur peloton, vu qu'on a préparé l'émission, mais peut-être qu'il a dû laisser des forces dans la bataille. Et bien ça va être le genre de truc qu'on va vous demander, les gars du chat, savoir où on est, les petits détails, parce que nous, on n'a pas le son de la télé, donc des fois, on loupe certaines informations. On compte sur vous. Après cette viewing party, on va s'attarder sur ce débat-là. Qui pour battre Roglic et Pogacar, car ce sont les deux grands favoris. Est-ce que quelqu'un peut les battre ? C'est ça Notamment. C'est ça la vraie question. Mais ça peut être, comme le disait Robin à la préparation de l'émission, ça peut être personne ne peut les battre. Oui, mais on avait acté un autre nom de débat. C'est pour ça que je ne suis pas content. On l'avait acté tous les trois et je vois. Mais du coup, si on l'acte tous les trois. Je vois d'ailleurs une bonification qui ne ressemble pas à la bonification qu'on avait dit. Si on l'acte tous les trois, du coup, c'est qu'il y a un problème, c'est que Ben n'est pas compris dedans. Donc on l'a mal expliqué à Ben, notre chef d'aide. C'est de notre faute. Et là c'est autre chose. C'est de notre faute. Exactement. Et donc des bonifications, on va s'attarder sur les maillots distinctifs. En quoi ce ne sont pas les bonnes bonifs, Polo? Parce qu'on a un focus sur les Français et des bonifs sur les maillots distinctifs rapides en fin d'émission. D'accord, ok, bah voilà. Polo vous a donné les détails de cette podium et maillots distinctifs, on avait dit. Voilà, vous savez tout du programme. Et nos excuses à Ben qui a préparé ces petits visuels parce qu'on ne l'avait pas prévenu. Bah voilà, mais il a mis un drapeau français. C'est tout à fait lisible. Ouais. Donc du coup, on évoquait ce programme qui va avoir lieu dans quelques instants. Polo en colère, Ineos Polo peut battre. Voilà, ça c'est une réponse pour le débat. On voit déjà que vous êtes à fond dans les sujets, ça fait plaisir. Cette couverture de roue libre pour le Tour de France, elle va être large, les gars. Elle va être intéressante, Polo. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un peu et dire aux rouleurs les horaires où on sera présent et quand, surtout, et où? Alors, il y a plusieurs étapes. La première, c'est celle-là, c'est ce rendez-vous sur le stream. Alors, aujourd'hui, on fait une preview. À confirmer si on fait un rendez-vous hebdomadaire sur le stream pour les 2e et 3e semaines de ce Tour de France. Mais le plus important, messieurs, c'est la quotidienne. La quotidienne qu'on a mis en place tous les jours sur Twitch entre 19h et 20h. Donc tout à l'heure, vous deux, on vous retrouve pour la première à 19h sur la chaîne Twitch First Team 101. Donc si vous ne connaissez pas, les gars, la chaîne Twitch First Team 101, vous allez follow la chaîne et vous retrouvez Robin et Joseph tout à l'heure
entre 19h et 20h pour débriefer du coup l'étape du jour où il s'est déjà passé pas mal de choses. Il y a quand même pas mal de choses à dire et aller sur la preview déjà de l'étape du demain avec Mur de Bretagne et pareil, pas mal de choses à analyser. Donc tous les soirs, de aujourd'hui jusqu'au 18 juillet. 19h-20h sur la chaîne Twitch First Team 101 pour la quotidienne roue libre. Voilà comment nous suivre et désormais comment jouer avec nous. Robin, il y a une fantaisie qui est créée sur notre Discord. Là aussi, est-ce que tu peux en expliquer les règles? Parce que je pense qu'avoir raté la première étape, ce n'est pas un très grand problème. Il y aura largement de quoi se rattraper vu le règlement de notre jeu. C'est un petit problème quand même, mais on peut se rattraper en effet. En fait, on a monté une fantaisie spéciale. L'idée, c'est de pronostiquer chaque jour un coureur donc qui va gagner ou en tout cas faire le meilleur résultat possible. Et l'idée, c'est de ne pas pouvoir prendre deux fois dans l'ensemble du Tour de France le même coureur. C'est-à-dire que si on a mis Mathieu Van Der Poel aujourd'hui, qui est sûrement le favori numéro 1, On peut plus le mettre sur les 20 étapes qui arrivent. Donc voilà, il y a une part de stratégie à avoir. À quel moment on va placer son pronostic Van Der Poel, Alaphilippe, Van Aert, même Roglic, Pogacar. Voilà, est-ce qu'on utilise Roglic sur un contre-la-montre ou sur une étape de montagne sur un chrono, Roglic, on sait qu'il va être devant, mais peut-être qu'il ne sera pas vainqueur. Sur une étape de montagne, il a de grandes chances de gagner, mais peut-être que ce sera une échappée. Donc voilà, à chacun sa stratégie. Et au jour le jour, il faut essayer de marquer le moins de points possible, sachant qu'en fait, on marque le nombre de points qui correspond à la position du coureur qu'on a positionné, qu'on a parié. Donc si on met Van Der Poel et qu'il fait premier, on marque un seul point, c'est le minimum. Mais s'il fait dernier, on marque 184 points. Ah, c'est ça, et c'est tout l'intérêt. Et toi, je te connais un peu, Robin. Je suis sûr que tu as déjà fait un petit tableau Excel. Je veux le faire. Ah, je savais que tu allais faire ça, c'était sûr. À quel moment utiliser Mais j'avoue que moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai balancé Van Aert. Alors, au final, c'est un peu idiot, quoi. C'est pas malin parce que moi, je pense que Van Aert va essayer de viser le maillot jaune et qu'à mon avis, sur le chrono de cette semaine, il va pas être bon à prendre, Van Aert. Mais c'est un avis personnel. Hein. Il faut un peu anticiper sur ce genre de fantaisie. Ça, donc, si vous voulez participer, si vous l'avez pas encore fait, c'est sur notre Discord. Où j'ai mis le lien dans le chat, d'ailleurs. Voilà. Retrouver sur nos réseaux sociaux. Vous aurez perdu la première étape et forcément, vous allez mettre des points et vous allez partir avec un petit handicap. Mais si vous voulez commencer à partir de demain, allez-y, ça fait un petit défi supplémentaire. Tout à fait. Donc voilà, vous avez tout ce qui va se passer sur la couverture de Roue Libre. Vous avez la fantaisie. On a largement de quoi passer un superbe Tour de France. 3 semaines ensemble qui vont régaler. Et on va tout de suite se tourner vers le focus du parcours, car ça va être, vous allez le voir, très intéressant à décortiquer. C'est parti. Regardons d'abord la carte. C'est toujours un joyeux bordel, les cartes globales du Tour de France, mais ça fait toujours plaisir de les voir pour voir où on ne va pas, en gros. En général, c'est plutôt ça qu'on regarde quand on regarde les cartes. La diagonale du vide encore bien représentée. Hein, on les salue. Et du coup, on va faire 4 étapes dans la Creuse, c'est pas facile. Hein. Oui, exactement. Oh, on salue la Creuse. Même 4 jours dans la Creuse, Polo. Un beau département. Toujours sympa, mais. Je les ai déjà très reposant, Polo. Je les ai déjà fait. Voilà, c'est pour ça. D'être pas à vélo, très reposant. Hein, pas à vélo, quoi. Pas à vélo, non, pas du tout. Si t'aimes la plaine et le vent, c'est pas mal, Et les vaches aussi, beaucoup de vaches. Ah, voilà. On regarde du coup cette carte avec la première information, c'était ce grand départ de Bretagne. Comme vous le saviez, on devait partir de Copenhague, mais avec l'Euro qui a lieu en ce moment à Copenhague, c'était compliqué pour des raisons sanitaires de rester là-bas. Et la Bretagne qui devait être en 2022, mais il devait y avoir 3 étapes en Bretagne en 2022, finalement a été avancée. Donc grand départ cette année en Bretagne avec 4 étapes. Et donc Comment ? Une par département. Une par département, exactement. Alors, il y a les grandes villes en Bretagne dans lesquelles on passera, Brest, Lorient notamment, et ils ont rajouté notamment d'autres grandes villes comme Pontivy et l'arrivée à Landerneau. Landerneau, d'ailleurs, où on arrive ce samedi, devait être une ville de départ. Et quand ils ont trouvé l'arrivée qui va être très intéressante, on va le voir tout à l'heure, ils se sont dit, tiens, on va plutôt en faire une arrivée. Et ensuite, du coup, on va tout de suite vous expliquer ce que vont être les particularités de ce parcours, les gars, en démarrant, c'est en général la première chose qu'on regarde dans le détail, c'est le nombre de kilomètres de contre-la-montre qu'il va y avoir sur cette édition. Paul, il y en aura une belle 60aine. Est-ce que tu étais déjà heureux d'en voir autant ? Parce que c'est plus que ces dernières années déjà.
Il y a oui et non. Oui, parce que c'est l'ADN du Tour de France, d'avoir des chronos longs, pas des petits chronos, pas des chronos avec une montée à l'arrivée. Ça fait aussi partie de Tour de France et tu dois être, ça doit faire partie de ton passage pour gagner un Tour de France. Donc oui, je suis content de voir des chronos. Non, parce que ça n'avantage pas les coureurs que j'ai envie de voir performer sur le Tour, que j'ai envie de voir gagner, notamment les Français, même si au final, peut-être que la plus grande chance française cette année, c'en est un qui aime bien les chronos. Donc on va en discuter, on a 1 heure et demie pour le faire, mais voilà, oui et non partagé entre je suis content parce que c'est l'ADN du Tour et non parce que ça va embêter certains de nos coureurs français. C'est surtout qu'en vrai, il y a eu des éditions récemment où il y avait très peu de chronos et on n'a C'est pas ça. eu le spectacle attendu. On nous a souvent dit on met pas de chrono, comme ça on avantage les grimpeurs et ça va péter en montagne. Ouais. C'était pas franchement toujours le cas. Alors l'année dernière, on a eu une édition, on a eu une édition spectaculaire, surtout avec le final, qui s'est d'ailleurs joué sur le chrono. Alors évidemment, c'était un chrono super particulier puisque la moitié du chrono était sur une côte et une côte très très dure. Mais je pense Une pas grosse que côte, ouais. voilà, une belle bosse. Mais je pense pas en fait que du chrono, ça nous donne forcément une course chiante, pour le dire clairement. Il y a eu des éditions évidemment où il y avait des chronos et où ça nous a pas donné les plus spectaculaires. On pense aux années Indurain, on pense à la victoire de Bradley Wiggins aussi en 2012. Mais là voilà, 58 km de chrono, c'est le plus qui est eu depuis 2013. Alors pardon, c'est très mal formulé, mais il y a pas eu autant de chronos depuis 2013. J'avais compris, moi. Voilà, et donc on s'est divisé en deux. Avec le premier chrono dès la 5e étape et le deuxième la veille de l'arrivée, qui sont pour moi deux formats très très différents parce que celui qui est la veille de l'arrivée, il va se jouer beaucoup sur la fraîcheur, on le sait, on l'a déjà vu beaucoup de fois et on a beaucoup eu des surprises sur ces contre-la-montre en fin de tour, y compris l'année dernière, alors que le chrono de la 5e étape est beaucoup plus classique dans son déroulé où là ça va être vraiment, je pense, le meilleur rouleur va finir devant les autres et il n'y aura pas, je pense, dans la hiérarchie de grosses surprises puisqu'on sera qu'après 5 jours de course. Surtout que sur cette première étape, étape 5, je pense à des Stéphane Kung, à des Wout van Aert, etc. Il y aura peut-être la possibilité d'aller chercher un maillot jaune. Donc une volonté décuplée pour les rouleurs uniques, entre guillemets, plutôt que les favoris du Tour, d'aller vraiment chercher une bonne perf sur ce chrono. Alors que, comme l'a très bien dit Robin, c'est une physionomie complètement différente, le chrono de Libourne, où là, pour le coup, ça se jouera à la fraîcheur. J'ai toujours en tête, moi, ce Tour 2018 avec le dernier chrono de Roglic, qui avait fait la veille un super spectacle à l'arrivée à la Reims, et qui avait perdu la 3e place du Tour face à Chris Froome sur le dernier chrono. Alors que Roglic était un excellent rouleur. Landa l'année d'avant avait failli prendre le podium aussi à Romain Bardet. On avait eu également Contador qui bat Cancellara sur un chrono de fin de tour parce que À Annecy. Annecy en 2009, parce que 2009, Cancellara n'avait pas passé la montagne aussi bien que Contador C'est évidemment. ça, donc ce sera vraiment des physionomies différentes. Par contre, en termes de topographie du parcours, on a clairement un choix de l'organisation et d'ASO de mettre des contre-la-montre 30 km, mais surtout très plat, les gars. Et c'est là où ça change un peu aussi des dernières années, où par exemple l'an dernier, là où Pogacar gagne, il y a une belle bosse, et c'est quand même une petite différence. Ouais, c'est sûr que là, c'est des chronos qui sont sur le papier pour des spécialistes. Alors, j'ai pas été reconnaître les parcours, ça se trouve, c'est très Contrairement sinueux. à Primoz C'est un Roglic. vrai problème, ça. Voilà. Ça, Après, si t'en veux, tu prépares mal les émissions. exactement. Et là, j'ai pas des bonnes Primoz jambes. Roglic, c'était après Liège, hein, c'est ça, où il est parti Ouais. en voiture reconnaître les 2 chronos en une Exactement. journée. Et surtout, on a des coureurs, on va en parler après, du plateau et des favoris, mais on a des coureurs qui, parmi les favoris, se ressemblent un peu quand même sur les qualités de rouleurs. En tout cas, alors pas tous, mais Roglic, Pogacar et Thomas sont tous des très bons rouleurs. Et même Alaphilippe, qu'on peut classer plus ou moins dans les outsiders, est aussi un bon rouleur. Donc parmi ces coureurs-là, finalement, ces contre-la-montre-là vont pas être une donnée, je pense, très très importante, surtout que c'est dur d'anticiper qui va vraiment prendre l'avantage sur les autres dans ce domaine-là, même si évidemment on a aussi un Richard Carapaz qui lui va être désavantagé par ses chronos, mais personne peut vraiment se dire, pour moi, au départ de ce tour, moi je mise sur les chronos pour gagner. Contrairement à d'autres années, par exemple un Chris Froome qui était largement dominant dans les contre-la-montre et qui savait quand il y en avait 58 km comme en 2013, enfin un peu plus du coup, cette année-là, qu'il allait en tirer bénéfice. Là, cette année, qui peut dire moi je vais gagner grâce au chrono? Ça me paraît compliqué. On avance dans ce parcours-là. Alors la première semaine, qui est un peu la semaine du test. Demain, du coup, rendez-vous très intéressant. Il va y avoir l'arrivée à Mur de Bretagne. Après, il y a le contre-la-montre du coup de Laval. L'étape 8 qui passe par le col de la Colombière, qui sera intéressant, qu'on va débriefer juste après. Et la 9e étape, qui sera là aussi très intéressante. Polo, c'est un peu le premier rendez-vous. Voilà, ce qu'on a appelé le premier rendez-vous, arrivé à Tignes.
Ouais, arrivé à Tignes, alors on devait y passer il y a 2 ans, on se souvient, sur le Tour 2019, ça n'avait pas été fait. C'était une réelle volonté de la part d'ASO et de l'organisation d'y D'y repasser. retourner. Pour le coup, avant, on a la côte de Domancy-Megève, les bons souvenirs de Romain Bardet Et de Bernard Hinault. Ah, surtout ça me fait en plaisir. 4 heures. Bah, mais ça, c'est grâce à toi. C'est grâce à tes côtés que tu vois ce genre d'infos, je les ai maintenant. Non, plus sérieusement, Bernard Hinault à Sallanches, championnat du monde en 80, et Romain Bardet en 2016 quand il était gagné l'étape à Saint-Gervais en attaquant avec Michael Cherel dans la descente de la côte de Domancy justement. Après col d'Esthésie, Cormet-de-Roseland, ça fait un peu penser à l'étape de l'année dernière avec Marc Hirschi qui était passé seul avant de se faire croquer sur la ligne par Pogacar. D'ailleurs, il me semble déjà à l'époque. Et puis Tignes, c'est très roulant, c'est très long. Ce qui va poser problème, c'est l'altitude, je pense. Tu montes quand même à 2100 mètres d'altitude. Et je pense que les grimpeurs, même si c'est pas roulant, c'est pas ce que je voulais dire, c'est très, C'est pas, non, mais c'est pas très quoi. régulier. Ouais. Très régulier, voilà. Après, c'est pas la montée la plus compliquée C'est au ça. monde. Mais tu vois, tu passes se le col mentir. du Pré qui est quand même un beau bordel, le Cormet-de-Roseland. Tu finis avec une arrivée en altitude, ça va être quelque chose. J'ai du mal à imaginer qu'il se passe énormément de choses dans cette étape encore très tôt dans le Tour de France. Ça peut surtout être celui qui n'est pas en forme, qui Voilà, c'est va plus ça. être Pour moi, c'est pointé plus du ça. doigt et mis en lumière plutôt que ceux qui sont en forme. Je pense que Parce que c'est usant. Plus que difficile, cette étape est usante. Et Elle comme va le être dit très Paul, usante, l'altitude est très voilà, Elle est après, elle est tu courte. vas- Hein. Alors Elle est courte. l'altitude, ouais, évidemment, tu passes les 2000 mètres, mais de pas beaucoup, j'ai envie de dire. Alors oui, il y a la barre symbolique, mais comme dit Paul, l'arrivée à Tignes, c'est pas la plus compliquée. En plus, en haut, on a un petit replat malgré tout. On n'arrive pas dans des pourcentages très très durs. Donc, je suis d'accord avec Paul. Je pense que ça va être le moment où les favoris vont un peu se regarder. Et donc, forcément, on va pas avoir de grands chambardements. Il y a personne qui va placer une attaque je dirais à 15 km de l'arrivée dans la montée de Tignes pour essayer d'aller reprendre une minute. On va tous se jauger. Par contre, si tu es en difficulté, bah voilà, tu peux perdre déjà pas mal de temps parce que si tu galères dans le col du Pré, par exemple, tu as vite fait de lâcher 2-3 minutes jusqu'à l'arrivée. Et notamment pour un garçon comme Julien Lafilippe, ça va être un des moments où on va voir, voilà, est-ce que son objectif c'est d'être placé pour le général ou est-ce qu'il laisse ça de côté? Parce que si tu as envie d'être placé pour le général, ça veut dire que cette journée-là, tu dois la faire concentrer du début à la fin, Ouais. bien placé du début à la fin et t'arracher On sur les sait montées. que monter au train haut longtemps, c'est vraiment pas ce qu'aime Julien Alaphilippe. Donc, je suis complètement d'accord avec ça. Ce sera quand même sur le premier vrai test. Mais au niveau des favoris et des mouvements de course, j'en attends plus de l'étape de la veille qui finit au Grand Bornand, justement l'étape que Julien Alaphilippe avait gagnée en 2018. Bonif en haut du col de la Colombière, arrivé en descente. T'as le Mont Saxonex, t'as le col de Rome juste avant. Ça va être 50 derniers kilomètres hyper nerveux. Et là, pour le coup, j'ai bon espoir de voir de belles choses se Il passer. y a Briac dans le chat qui dit il y aura une giclette de Pogacar ou Roglic à la fin. C'est exactement comme ça que j'imagine cette étape. Comme l'année dernière, le col de. Alors, Sierre-Merlette. Merlet Roglic avait et le col pas dans le Jura, dans les Vosges, le col des Vosges. Grand Colombier. Le Grand Colombier, pareil. C'était Ouais, ça. alors qui était pour le coup un peu plus raide. Mais, Ouais, je mais pense au que, ouais, final, Tignes, tu vois la Tignes, physionomie de la course. c'est vrai. Mais c'est vrai que Tignes, là, ça me semble être vraiment l'étape parfaite pour Roglic où il met une attaque à 300 mètres et au sprint, il est plus Mais rapide. il faudra, pour les outsiders, il faudra être bien parce que tu peux perdre beaucoup de temps aussi si tu es dans un jour sans. On avance avec, j'en parlais juste avant, l'étape du col de la Colombière, qui est donc l'étape de la veille de Tignes. Mais cette étape est intéressante parce qu'elle se termine en descente. Comme d'autres étapes de ce Tour de France, on va le voir. Il y en a 3 notamment qui regroupent des étapes qui auraient pu potentiellement arriver au sommet, au Grand Bornand, à Andorre et Malocène. Mais choix de l'organisateur là aussi de terminer en descente. En tout, on a 45 km de descente en accumulant ces trois arrivées-là. Des descentes qui sont pas faciles non plus. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir une véritable importance que ces arrivées en descente sur le général final? Et puis ça peut être une vérité pour une de ces étapes-là, plus que pour une autre d'ailleurs, Robin. Ouais, je pense on a des coureurs qui descendent bien parmi les favoris. On pense à Roglic forcément, Alaphilippe s'il se retrouve dans la bagarre pour le classement général. Carapaz aussi est plutôt bon descendeur. Pogacar, on l'a un peu moins vu, mais je pense qu'il y a des coups à faire. Et notamment celle du Ventoux, j'ai envie de dire, qui est quand même la plus compliquée sur l'étape la plus dure, je pense. Parce que voilà, on va monter 2 fois le Ventoux, la deuxième fois par Bédouin, qui est le versant le plus difficile.
ça va forcément faire des dégâts. Le Ventoux, ça fait toujours des dégâts. En plus, on sera sur justement deux étapes après la première arrivée au sommet à Tignes. On aura déjà eu des premières indications et certains sauront que voilà, c'est peut-être le moment de faire les premiers écarts. Et un coureur comme Richard Carapace, je pense, a tout à gagner dans une étape comme ça. Après, la première montée du Ventoux, j'ai un peu peur qu'elle soit escamotée, entre guillemets. Que ce soit le Ventoux ou une autre montée, ça va C'est pas un changer versant grand-chose. inédit, très Voilà. pour le coup, très régulier, très roulant, mais très long. Donc voilà, je ne sais pas si cette étape va être aussi exceptionnelle que le profil le laisse imaginer avec la double ascension du Ventoux. Mais en tout cas, c'est attractif, ça donne envie. Et dans la deuxième ascension du Ventoux, j'imagine pas qu'il se passe rien. Et en plus, les organisateurs, je pense intelligemment, ont mis une petite bonif au deuxième passage du Ventoux qui peut inciter à aller justement se dire je vais attaquer dans le final et faire la descente derrière. Mais c'est ça qui est cool, c'est que j'en ai parlé pour l'étape du Grand Bornand, mais pareil pour l'étape du Ventoux et pareil pour l'étape d'Andorre, tu as les bonifs en haut des dernières côtes avant de se lancer dans la descente. Donc c'est hyper intéressant et pour le coup, je suis assez hypé par ces étapes. Alors après, toi, Jeff, ta question, c'est de savoir si je pensais que ça allait avoir une incidence sur les résultats, sur les favoris. Je suis pas sûr. J'ai quand même peur que si un Julien Alaphilippe est un peu léger en montagne, qu'il soit loin au moment d'aborder la descente. Et même aborder une descente quand tu es plus lucide et que tu es à la limite, et ben, c'est pas pareil que quand tu abordes une descente plein pot, comme vont l'être les Roglic ou les Pogacar. Donc je sais pas s'il y aura une réelle influence. En tout cas, ce qui est cool, c'est que dans la manière dont sont construits ces trois profils d'étape, c'est très cool à suivre et c'est assez excitant d'avoir ça. Je pense que le Grand Bornand et Andorre, Polo, ça se ressemble un peu de mon point de vue avec cet enchaînement de cols. On voit que avant la dernière difficulté, tu en as d'autres. Notamment, on voit sur l'étape d'Andorre-la-Vieille, ça va passer à 2400 mètres d'altitude aux portes d'Envalira. C'est le point le plus haut de ce Tour de France. Le Simacopie du Tour de France. Exactement. Le souvenir Henri Desgranges. Qui s'appelle voilà, Souvenir Henri Desgranges. Et là, 2400, c'est un peu parlant quand même. Ah oui. Donc, on avait vu notamment Julien Alaphilippe en difficulté à Liseran en 2019. 2700, Liseran. C'était plus haut, oui, c'était encore plus haut. Mais oui, déjà, 2400, ça commence à causer. Et là, en fait, je pense puis que... tu auras 2 semaines de tour dans les pattes. Et là, je pense vraiment que, en fait, si à la dernière montée... au col, le dernier col avant de l'arrivée. Bexalis. Voilà, que il j'arrive pas à lire il paraît que la descente est très technique. Je pense surtout que si t'es lâché à ce moment-là, tu aurais été lâché par l'enchaînement de cols et ce sera très compliqué de revenir. Parce que si tu es cramé, alors peut-être qu'un Alaphilippe, si la descente elle est technique, de bon descendeur peut limiter un petit peu et ne pas prendre un éclat monstrueux. Mais je pense que si tu es lâché au sommet, tu es lâché et tu reviendras pas. Parce que tu auras pris trop cher sur l'ensemble de la journée. Il y a une vérité aussi. C'est que les profils des coureurs, des favoris qu'on peut citer, que ce soit Roglic, Pogacar, Alaphilippe, globalement, ce sont tous d'excellents descendeurs, là où avant il pouvait y avoir des favoris qui n'étaient pas très bons en descente. Là, il n'y en a pas un qui est en dessous de l'autre, quoi. Peut-être Après, il y a Alaphilippe qui est un peu au-dessus. Je pense qu'il y a une petite hiérarchie quand même. Après, Alaphilippe et Roglic me semblent un peu meilleurs descendeurs que les autres. Et puis les différences en descente sont tellement plus maigres. Oui, les voilà. différences qu'on peut avoir en montée que j'ai du mal à dire que Alaphilippe va revenir sur un Pogacar si Pogacar a 30 secondes d'avance sur Alaphilippe en haut du deuxième passage du Mont Ventoux, parce que comme je te dis, il y aura aussi la fraîcheur du moment. Alaphilippe moins lucide, moins frais, je suis pas sûr qu'il fasse une meilleure descente qu'un Pogacar, même si intrinsèquement il est meilleur que lui. Donc j'ai hâte de voir un peu les physionomies de ces courses-là et de savoir où les bons descendeurs se trouvent par rapport aux réels favoris et les temps qu'ils peuvent reprendre, parce que je suis assez curieux de ça. Il y a Guigui dans le chat qui dit Pogacar toujours aussi mal entouré. Je crois que Polo, il aurait quelque chose à dire là-dessus. Ce sera intéressant dans le débat. Vous vous demandez quelles seront les étapes à surtout ne pas rater dans ce Tour de France, mais vraiment à surtout ne pas rater, hein, même si les autres, faut pas les rater. Mais on va les regarder tout de suite. Ce qui peut être l'étape reine, notamment, c'est comme très souvent en 3e semaine. Et là, en l'occurrence, ce sera la 18e étape, ce qu'on peut appeler la dernière chance pour les coureurs qui ont un peu de retard de le récupérer. Cette 18e étape qui va arriver à Luzardiden après être monté après le Tourmalet, les gars, sachant que la veille, Paul,
on sera passé au col du Portet, Paix-Ressourdes, Val-Louron. Bref, c'est 2 étapes qui vont faire très mal dans les jambes. Le pôle Luzardiden, quand tu entends ces deux enchaînements ville de Pau, ville de Luzardiden, tu te dis ok, ça va être une étape incroyable. Tu passes par le Tourmalet. En plus, tu finis à Luzardiden, lieu mythique, mythique du cyclisme. Tu dis ouais, c'est l'étape reine. Alors après, moi je trouve que dans le profil, je pense qu'encore une fois, comme dans les Alpes, c'est la veille qui va se passer le plus de choses. Mais le Tour de France, c'est aussi ça. C'est les références à l'histoire, c'est toute la nostalgie qu'il y a à partir de Pau, à passer par le col du Tourmalet, à finir à Luzardiden. On a des souvenirs fantastiques à Luzardiden. Je parle même pas du Tourmalet. Même encore récemment, quand ils ont commencé à mettre des arrivées en haut de ce col. Donc ça va être une étape incroyable. Mais tu vois, quand je vois ce profil-là, je me dis qu'au bout de 100 km sur l'étape 17, Paix-Ressourdes, Val-Louron et le col du Portet Saint-Lary-Soulan, l'étape qu'avait gagné Quintana d'ailleurs aussi en 2018, elle était beaucoup plus courte. Là, tu rajoutes 100 km de plaine. Mais il y a eu de gros écarts. Il y avait vraiment eu de gros écarts. Je pense que tu vois, les 100 bornes de plaine vont faire un peu. Vont niveler un peu ça. Et je pense qu'il peut se passer des trucs les 2 jours, mais ça va. Oui, je ne dis pas qu'il va rien se passer sur les Ardennes, bien sûr. Le fait qu'elle fasse 100 bornes de plus que celle que gagne Quintana, je pense que ça fait une grosse différence, justement. C'est pas si anecdotique. Et celle du lendemain, finalement, à Luzardinen fait que 129 km. Et je pense que c'est celle-ci qui sera du coup la plus nerveuse. Tu penses? Ouais. Parce qu'il y a quand même beaucoup de... J'ai peur aussi que sur l'étape de Saint-Lary-Soulan, l'étape 17, il y a un peu la peur du lendemain, de ce qui arrive avec le programme dont tu parles, qui est un peu gargantuesque. En plus, on va monter le Tourmalet par Sainte-Marie de Campan, qui est le versant le plus difficile. Donc même si du côté de Barège, c'est pas très facile, mais voilà, on va passer par la Mongie avec des pourcentages vraiment très très chauds. Je suis passé par là, je m'en souviens. Luzardinen, ça se sent dans le ton de Les la gens voix. s'en souviennent. La tête un peu plus apparemment. Et je suis passé aussi par Luzardinen d'ailleurs, qui était très dur également. Et franchement, je pense que... Alors il y a ce côté de dernière chance où tu te dis, voilà, si j'attends l'étape 18 et que je suis pas capable de faire la différence, bon bah derrière c'est fini. Mais j'ai un peu peur que sur le col du Portet, on soit en fait dans l'attente un peu du lendemain, en se disant c'est demain que tout va se jouer. J'entends. J'espère que non, j'espère qu'il y aura bagarre les 2 jours, mais j'ai un peu peur de ça. Mais en tout cas, de manière globale, quand on prend ce duo d'étapes, ce doublé, tu parlais d'étape reine, moi je trouve que c'est les 2 jours rois de ce Tour de France, parce que C'est dur d'avoir une seule étape reine. C'est pour moi les 2 plus belles étapes de ce Tour de France. Elles sont l'une après l'autre. Donc il y a d'un côté c'est excitant. L'étape du Ventoux est belle aussi quand même. Mais ouais, elle est belle, mais je sais pas. Je trouve qu'elle a, tu vois, je l'ai vu sur le Mont Ventoux Dénivelé Challenge cette saison. J'attends de voir ce qui va se passer dans cette première montée. Tu vois, j'attends pas grand-chose de la première montée du Mont Ventoux. Non, ça, non, on l'a vu. Rappelle-toi, on l'a vu 2 fois l'Alpe d'Huez il y a quelques années. C'est ça. Et la première montée, bon, bah, ça avait été un petit événement parce que c'est rare, mais ça voilà, n'avait pas ça. fait. Je vais attendre de voir comment la course se passe. Là, pour le coup, tu as un vrai duo d'étapes magnifiques. Et pour moi, les 2 étapes les plus sexy sur le papier, elles se suivent. Donc, soit on galvaude justement cette étape 17, comme tu le disais, soit on fait un festival sur ces 2 dernières étapes de montagne du Tour. L'étape de Saint-Lary-Soulan, je pense que la dernière montée, le col du Portet, va avoir un rôle à jouer. Mais en fait, elle est longue aussi, cette montée, 16 km. Et sachant que tu as une montée de 16 km et le lendemain une étape magnifique, j'imagine pas en fait les coureurs se battre des Val-Louron et encore moins des Paix-Ressourdes, qui en plus pour le coup Paix-Ressourdes est un col quand même assez régulier. Oui. Donc c'est quasi sûr qu'il se passera rien dans Paix-Ressourdes. Et voilà, tu te dis, t'imagines, tu pars dans Val-Louron, faut te taper encore toute la descente, 16 bornes de montée tout seul, et le lendemain tu as l'étape avec le Tourmalet et le Tu seras peut-être pas tout seul. Hein. Oui, c'est vrai. J'espère. Si Godu part et qu'il est accompagné d'Alaphilippe, ils seront 2, hein, par exemple. Réveille-toi, Paul, réveille-toi. Les gars, est-ce que en termes d'histoire, on sait que le parcours du Tour de France doit toujours aussi répondre à une nécessité de passer par des lieux mythiques. Dites-nous d'ailleurs dans le chat les montées du Tour de France que vous préférez. C'est toujours intéressant de savoir Le Tourmalet, ce que vous préférez. On passe par le Tourmalet, c'est le col le plus emprunté dans l'histoire on passe du Tour, par le Ventoux, on passe par Luzardiden. Est-ce qu'il y a des cols non présents que vous auriez vraiment voulu voir un peu les qu'on les a Alpes, pas vus depuis longtemps? C'est un peu le regret que j'ai sur ce parcours, mais bon, tu peux pas tout avoir. C'est que dans les Alpes, je trouve qu'on escamote le Galibier, la Madeleine. Un Tour de France sans la Madeleine, sans le Galibier, sans l'Alpe d'Huez, ça me reste un peu là. Mais quand on voit le magnifique parcours qu'ils nous ont tracé, que ce soit dans les Pyrénées occidentales, on n'y était pas passé depuis assez longtemps. Et la dernière fois, je crois que c'était la victoire de Tom Dumoulin, non 2015, à Andorre.
Ouais, tout à fait. Je crois qu'on Andorre, n'est pas Arcadie. repassé en Pyrénées-Occidentales depuis. Je sais pas, j'ai peut-être Alors, une bêtise. à Andorre, je crois pas en tout cas. Les gars dans le chat nous le diront. Et puis, ouais, bah, ce duo Pyrénées-Occidentales et Pyrénées-Orientales, ça nous fait des Pyrénées fantastiques. Mais j'espère qu'on aura de plus belles Alpes l'année prochaine. Bon, toi, le Tourmalet Ouais. est présent, donc t'es content. Moi, hein, je suis Romain. très content que ça finisse par les Pyrénées parce qu'on a quand même souvent tendance à finir par les Alpes. C'est vrai. Donc j'aime bien qu'on finisse par les Pyrénées. Ah oui, les Pyrénées Euh, sont vraiment mises à l'honneur. Mais, c'est cool. comme dit Polo, les Alpes, là, elles font un peu pâle figure. Quand tu que la montée de Tignes, on la connaît, la montée de Tignes, on sait que c'est pas la montée de l'année. Ouais, tu peux te dire, bon, les Alpes, ça va pas être grandiose. Après, tu as le Ventoux plus le Tourmalet. En fait, c'est dur aussi de T'as le faire. Ventoux. T'as le Ventoux. Là, tu fais un bon départ en Bretagne avec 2 premières étapes. Il est très sympa le grand attractives. départ en Bretagne. là. Tu peux pas non plus Il y a du avoir monde sur le toute la bord des montée routes. tout le monde tout le temps. Tu vois, si tu fais C'est ça. 3 étapes montagneuses dans les Alpes, plus 4 dans les Pyrénées, enfin ça, au bout d'un moment, plus le Ventoux, plus des étapes pour puncher au début, les sprinteurs ils viennent pas sur le tour quoi. Un passage sur les pavés, j'espère aussi, nous dit Lix. Le problème des étapes t'as sur les un seul pavés, c'est col que tu hors perds ca- la moitié des favoris. T'as un alors. seul col hors catégorie dans les Alpes, c'est le col du Pré, situé à 60 km de l'arrivée. Et il y a pas beaucoup, Effectivement. de cols hors catégorie même de manière générale cette année. Il y aura 2 fois le Ventoux, il y a le Tourmalet. Et il n'y a pas non plus de montée. Bon, ça, c'est plus habituel sur le Tour de France, mais d'horribles montées hyper compliquées. Luzardinen est hors catégorie, je crois. Et Lucerne, voilà. Ouais. Et je crois qu'il y en a que 5 du coup, Mm. dans 4 différents puisqu'il y a 2 fois le Ventoux. C'est vrai que par rapport à d'autres années, c'est pas monstrueux. Ouais. Et c'est Et- c'est pas très 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 montagneux. Même s'il y a beaucoup de descentes et beaucoup de jolis parcours, je trouve, c'est pas forcément le tour le plus montagneux. Bernard Lama a été sélectionné chez AG2R, la mondiale, le stream. Faudrait que tu nous expliques, mon Joris, parce que là, moi, je l'ai pas. Je t'avoue. Moi non plus. Et Et je crois Briac, le breton, nous dit que Mur de Bretagne, c'est hors catégorie. Alors, info à vérifier, on saura demain. C'est Mais, 3e, officiellement, je crois que c'est 3e. Et d'ailleurs, demain, bon, on a le temps d'en reparler, mais il passe 2 fois par Mur de Bretagne. tout à fait. Et on se souvient Ça que, va être très que intéressant. la dernière fois, quand Dan Martin avait gagné, il ne s'était rien passé dans le premier Non, mais passage du mur. c'est pour mettre un peu l'eau à la bouche, quoi. Ouais. C'est comme sur la flèche colonne quand tu passes par le mur de Huy Tout à fait. une première fois. Ce débat-là, il va concerner évidemment les coureurs qui peuvent être considérés comme favoris de ce Tour de France avec ce débat-là, avec le bon intitulé. Roglic, Pogacar, sont-ils battables cette année sur le Tour de France? C'est la question qu'on se pose. Et la première question que je vous pose, les gars, comme d'habitude, avec une petite vidéo, qui va être sortie bien évidemment. Ça va clipper très très fort, ça. Et ça va envoyer parce que ça va rester. Et je vais vous le ressortir à la fin du tour parce que forcément l'un de vous deux va avoir tort. Qui est votre favori, Polo, à ton honneur? Tadej Pogacar. Pourquoi? Ah, je crois que c'était en un mot. Ouais, mais Du coup, je je peux sais pas. l'expliquer quand même. Je peux l'expliquer en 30 bah, secondes parce parce que que- si je clip 10 secondes. Il arrive plein de confiance, sa saison est parfaite, il est fort en contre-la-montre. C'est peut-être là qu'intrinsèquement, il serait peut-être un peu moins fort qu'un Roglic ou qu'un Geraint Thomas, mais encore, je pense que le peu de temps qu'il peut perdre contre la montre, c'est un temps qu'il peut largement reprendre en montagne. Comme je te l'ai dit, son début de saison, sa victoire sur le Tour face à un Damietz bien saignant, sa démonstration sur le Tirreno, le Tour du Pays Basque, où pour le coup il était face à Roglic, mais il défendait le maillot de leader de McNulty, donc difficile de mettre en comparaison Roglic et Pogacar sur ce Tour du Pays Basque, mais il était très fort aussi sur ce Tour. En Slovénie, il s'est baladé, même si bon, ça c'est un peu anecdotique. Il a reconnu toutes les étapes de montagne. Il l'a dit, il arrive vraiment le plein de confiance. C'est le vainqueur sortant. Donc certes, il a 22 ans, mais l'expérience c'est plus un problème. Donc je vois pas quel frein on pourrait mettre à l'ascension de Tadej Pogacar cette année. Peut-être que Robin a quelques freins. à lui mettre, hein. Peut-être. En tout cas, c'est clair, c'est concis. Ça fait Ça fait presque plaisir, moins parce d'une que minute. c'est Polo, pas- c'est pas très mon genre. fort. J'avoue, c'est pas mon Exactement. genre. J'ai tenté de. T'es sorti du d'aller tunnel au bon moment. C'était juste parfait. Robin, sauras-tu en faire de même en expliquant clairement qui est ton favori? Exactement, j'ai choisi l'autre Slovène, Primoz Roglic, parce que je pense qu'il a appris de 2020, de sa grande désillusion, de celle qu'il ne dit pas, puisque dans la presse, il dit toujours que c'est une fierté d'avoir fait 2e, et il n'insiste pas sur le fait d'avoir perdu finalement ce Tour de France. Mais chez Jumbo-Visma, je pense qu'on a appris, on le dit aussi, Roglic le dit, les directeurs sportifs le disent, et la saison de Primoz Roglic, moi, elle me rassure. Elle est rassurante aussi. Pas c'est dans vrai. le sens forcément où il a fait beaucoup de courses et où il a tout gagné, mais parce que justement il a décidé de ne pas céder au montrer que je suis le plus fort,
tous les mois, mais plutôt être simplement le plus fort sur le Tour de France, quitte à ne pas courir pendant 2 mois. On ne l'a pas vu depuis Liège-Bastogne-Liège. C'est celui qui a le plus coupé avant ce Tour de France. C'est celui qui reprenait après la plus longue pause avec Sergio Higuita, donc depuis Liège. Et je pense que sa fraîcheur va jouer pour lui et l'apprentissage aussi des échecs de l'année passée. Donc voilà, vous avez globalement les avis de Polo et de Roby. Du coup, on va un peu plus rentrer dans le détail en commençant par notre ami Tadej Pogačar, conférence de presse comme d'habitude juste avant le tour. Voyons ce qu'il en a dit de ce Tour de France globalement. Pour lui, les étapes de montagne, dont celle de Tignes, il les a presque toutes vues. Lors des reconnaissances, ce sera du très lourd. Bien sûr, il y a des équipes fortes au départ, mais c'est toujours le cas. La première chose qu'on peut noter pour Tadej Pogačar, vainqueur sortant, on le rappelle, Paul, c'est que globalement, il a l'air assez serein dans ses déclarations. C'est la chose qui transpire le plus depuis un bon mois, que ce soit son comportement sur le Tour de Slovénie. Tu vois, un mec pas en confiance sur le Tour de Slovénie, c'est un mec qui va chercher toutes les étapes, qui va essayer de se rassurer le plus possible. Il a fait croquer ses coéquipiers, il s'est amusé. Et tout. Oui, mais ça dégage une certaine confiance, mais même au-delà de ça, surtout dans ses comment ça s'appelle, oh là, j'ai un trou, dans ses déclarations. Merci beaucoup les gars. Dans ses déclarations, je le trouve serein, je le trouve en confiance. Il a une meilleure équipe que l'année dernière. On en parlera tout à l'heure. Et puis voilà, pour pas paraphraser ce que je disais tout à l'heure, je vois pas de points faibles pour Pogačar vis-à-vis de ses concurrents. Hein, moi, j'en vois. Tu me diras lesquels après. Fort en chrono, plus fort en montagne que ses adversaires. Bonne équipe solide, expérience d'avoir déjà gagné le Tour, confiance extrême. Moi, le seul point faible que je lui vois, c'est non, c'est pas un point faible, c'est juste de manquer de chance et de quitter le Tour sur chute ou sur problème mécanique ou autre chose. Donc, ce qu'on ne lui souhaite pas. On va voir l'équipe de Tadej Pogačar globalement, parce que ça peut être un des arguments pour ou contre. D'ailleurs, on va voir ce que vous en pensez de cette équipe-là, avec Tadej Pogačar, avec notamment Formolo qui sera présent, Rafał Majka, Brandon McNulty, voilà pour les 3 hommes, Michael Berg aussi, les hommes qui peuvent l'accompagner assez loin en montagne. Est-ce que c'est une des faiblesses de Tadej Pogačar, cette équipe, Robin, ou Moi, je pense est-ce pas. qu'on la sous-estime ? Moi, je pense que la faiblesse de Pogačar, elle n'est pas à chercher du côté de son équipe, parce que déjà l'année dernière, on l'a vu gagner le Tour de France plutôt isolé, on va dire. Il avait David de la Cruz pour l'accompagner, mais c'était à peu près tout en montagne. Mais il lui a manqué peut-être d'un capitaine de route, un mec qui aurait pu le replacer, notamment quand il se mange la bordure. Alors, et c'est ce que je trouve, tu vois, pour le coup, c'est peut-être pour moi la faiblesse de côté Pogačar. Ça manque d'un patron, d'un capitaine de route. Ouais, moi, je pense que tu l'as avec Rui Costa quand même. Donc un tonton, quoi. Et je pense que tu vois, un Michael Bjerg fera le boulot sur la plaine. Je pense honnêtement que cette équipe est beaucoup plus forte que celle qu'il avait l'année dernière. Surtout que l'année dernière, il y avait eu les abandons de Formolo et de Haru. Alors je ne suis pas sûr qu'Haru l'aurait beaucoup aidé, mais Formolo oui. Et il avait quand même gagné ce tour-là. Donc au niveau de l'équipe, à partir du moment où il a amélioré son équipe par rapport à l'année dernière et où il avait gagné malgré tout l'année dernière, on ne peut pas considérer ça comme une faiblesse pour moi. Je suis d'accord avec toi. Ce que je juge la faiblesse de Pogačar, et il y en a 2, mais en fait elles se rejoignent un petit peu, c'est concernant son équipe, le fait qu'ils ne sont pas habitués à gérer la course. Et de manière générale, ça ne concerne pas que le Tour de France, mais le Tour de France, on a un bel exemple quand même, c'est que l'année dernière, il prend le maillot jaune la veille de l'arrivée. Donc UAE n'a rien eu à faire, entre guillemets, n'a rien eu à gérer, pas de pression, pas de poids de la course à assumer. Les autres équipes n'ont pas mis la pression à UAE en mode « Allez, c'est à vous, voilà, vous avez les clés de la course ». Non, c'était Jumbo qui faisait tout. Et surtout, pour Pogačar, c'est aussi à titre personnel, il n'est pas habitué à avoir le maillot jaune sur des longues périodes. Sur Tirreno Adriatico, il l'a eu 3 jours, je crois. Sur le Tour UAE, et c'est quand même pas le même standing, il l'a eu 5 jours, mais voilà, c'était le Tour UAE, c'est quand même plus facile à gérer. Et il lui disait lui-même en interview dans l'équipe cette semaine, j'aurai le numéro 1 dans le dos, et cela va nous obliger à courir d'une autre manière, donc il en est conscient. Je ne suis pas sûr qu'on tente de tout de suite contrôler la course à la façon des Jumbo ou des Ineos, on va laisser passer quelques jours. Le problème, entre guillemets, de ça, c'est que c'est pas seulement lui qui va décider si UAE prend le contrôle de la course. Les autres équipes vont aussi se tourner vers UAE, c'est le vainqueur sortant, c'est le favori. C'est à lui de gérer aussi. Et il ne va pas avoir le choix forcément de gérer ou non. Moi, je pense que la chance de Pogačar là-dessus, c'est qu'il n'y a pas que la Jumbo, il y a aussi Ineos. Et c'est des manières de fonctionner. Alors, même si Ineos et Dave Brailsford on dit que leur manière de courir sera différente, c'est ce qu'on entend un peu à chaque conférence de presse des Ineos depuis le début de saison. Ça reste quand même une équipe qui a l'ADN
du contrôle de la course et qui a les coureurs cette année pour le faire, tout comme la Jumbo-Visma. Oui, mais est-ce que et à ce Ineos a intérêt jeu-là, à se Tadej Pogacar, substituer il peut encore la jouer Mais est-ce finaux. qu'ils ont intérêt à se substituer à UAE? Bah non, ils n'ont pas intérêt, mais est-ce qu'ils peuvent courir différemment? Bah, en tout cas, on a une déclaration de Richie Porte notamment. Les gars, juste pour revenir sur l'équipe de Pogacar, il risquera d'avoir perdu Marc Hirschi aujourd'hui. Je demande à Mega là, sur Discord, on ne sait pas encore, on n'a pas d'infos. Mais Hirschi a lourdement chuté et pas reparti et ça sortirait peut-être l'abandon. Ah, c'est triste quand même. On regarde la décla du coup de Richie Porte qui parle de Tadej Pogacar. Tadej Pogacar est l'homme à battre. Nous allons devoir le combattre en équipe car nous avons un noyau plus large de coureurs de haut niveau. Il ne pourra pas tous nous suivre. Rappelons quand même que Tadej Pogacar l'an dernier remporte le Tour de France sur la dernière étape, mais qu'il n'avait pas fait un Tour de France comme favori numéro 1. Et d'ailleurs, il avait perdu un peu de temps en début de tour, ce qui lui avait permis de jouer un peu plus libéré. Et là, c'est un tout autre Tour de France quand on doit aussi courir, Paul, avec cette pancarte-là. Tout à fait. C'est là toute la question, peut-être toute l'interrogation qui est autour de Pogacar sur ce Tour de France. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de serein qui arrive avec une équipe sereine, avec cette force d'avoir déjà remporté un Tour de France, cette confiance. Et puis surtout les jambes. C'est les jambes qui vont parler. Et au niveau des jambes, est-ce que Pogacar va perdre beaucoup de temps sur un Roglic? Parce que pour moi, Roglic est l'adversaire numéro 1 unique de Tadej Pogacar. Est-ce qu'il va en perdre beaucoup au contre-la-montre? Est-ce que Roglic va être capable de ne pas perdre trop de temps face à un Pogacar en montagne? Moi, là, évidemment, on parle vraiment intrinsèquement et de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vu depuis le début de saison. On a vu les deux. Je crois que c'était la première ou deuxième étape du Tour du Pays Basque. J'ai jeté un coup d'œil là pour l'instant. On les a vus les deux se battre. Non, c'est pas là. Là, je suis sur le Tour de Slovénie. Voilà, ça doit être là. Quand il se bat avec Roglic à l'arrivée à Hermuald. Je ne suis pas sur le Proscope ça. Et c'est là vraiment qu'on a vu le seul moment de la saison, on a vu Roglic face à Pogacar. Les deux étaient à peu près au même niveau sur une montée qui convient plus à Roglic, une montée assez pentue, une montée courte, une montée Vuelta. J'appelle ça les montées Vuelta. Et ça, c'est des montées qui pourraient être parfaitement prises en compte. Est-ce que sur des cols plus longs, plus difficiles, là où Roglic a été un peu mis en difficulté l'année dernière, je pense notamment au col de la Lose, est-ce que là, un Pogacar va faire la différence? Moi, je pense que oui. Et que là, le débours, peut-être que Pogacar a perdu, et il sera très peu face à Roglic en contre-la-montre, et ben, je pense que Pogacar, sur les grands cols de ce Tour de France, va pouvoir battre Roglic. Tom disait dans le chat, il y avait eu un peu l'effet de surprise. Tout n'est pas l'année aussi dernière. manichéen que ça, hein, mais j'essaye de me projeter un peu. Tom disait dans le chat, il y a eu l'effet de surprise un peu l'année dernière, et je pense qu'il y a aussi un peu de ça. Ça ne veut pas dire que Pogacar n'aurait pas eu le niveau pour gagner le Tour sans ça. Mais on se rappelle de quelques étapes où Roglic lui avait laissé une marge de manœuvre qu'il lui aurait peut-être pas laissé 10 jours plus tard. Ou en tout cas, il la lui aurait pas laissé, s'il avait su qu'à la veille de l'arrivée, il aurait qu'une minute d'avance sur Pogacar. Après la bordure où Pogacar avait perdu 1 minute 20, il a eu une certaine marge de manœuvre que cette année, même s'il perd une 20 dans une bordure, on lui laissera pas. Parce qu'on va estimer qu'il faut éliminer Pogacar définitivement et ne surtout pas le laisser revenir dans le jeu. L'année dernière, on s'en est sûrement pas assez méfié. Donc c'est aussi quelque chose qui sera à prendre en compte, c'est que cette année, s'il arrive quelque chose à Pogacar, personne ne lui fera de cadeau. Alors que l'année dernière, on l'a peut-être un peu laissé trop libre. Je vois, les gars, que vous avez très envie de parler de Roglic. Tom notamment dit qu'il est hyper régulier et Stradri, tu nous dis qu'il est meilleur sur les longues ascensions. Stradri qui nous suit beaucoup, qui est un fidèle. Moi, j'attends de voir ce que tu nous dis, Stradri, parce que j'ai quand même l'impression de ce que je vois, de ce que j'ai vu de ce début de saison, les seuls cols longs de Pogacar, les cols longs qu'a fait Roglic, c'est-à-dire très peu. Je me souviens de l'année dernière aussi. J'attends de voir avant de dire si Roglic, et c'est pareil dans l'autre sens, est-ce que Pogacar va pas être meilleur en chrono que Roglic? Voilà, c'est plein de questions. Mais d'ailleurs, on va voir une hiérarchie faite par Robin sur les qualités en contre-la-montre de chacun de ces favoris-là. D'ailleurs, non, est-ce qu'on le regarde maintenant? Je pense que on peut attendre de parler un peu de Roglic et de Thomas, non? Ouais, exact. Allez, c'est parti, ça me va. On va regarder plutôt, mon Ben, tu peux envoyer la déclaration de Primoz Roglic, savoir dans quel état d'esprit est-ce qu'il aborde ce Tour de France. Lui, il le dit, je suis confiant et nous verrons bien comment cela va se passer. Collectivement, nous sommes également prêts. Nous arrivons avec une équipe super forte. J'ai confiance en mes coéquipiers. Je veux montrer mon meilleur visage et mes équipiers aussi.
Alors comme d'habitude, hein, Primoz Roglic, c'est pas le spectacle incroyable en conférence de presse, mais il n'a pas besoin non plus d'inventer. Il n'est pas des trucs chômage. fous. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à tout à l'heure ou dans quel état d'esprit est-ce que tu penses que Primoz Roglic arrive quand on se souvient l'an dernier qu'il a perdu le Tour de France à la dernière étape sur le contre-la-montre avant-dernière et que c'était totalement dingue, quoi. Il a essayé d'évacuer un peu ce truc-là, j'ai l'impression de ne pas trop en reparler. Alors évidemment qu'il est obligé parce qu'on lui pose. Il a évacué direct avec la Vuelta notamment. Oui, mais je l'évacuer dans ses déclarations comme si c'était quelque chose de moins important qu'il n'y paraît en fait. Ouais. Alors évidemment, je suis pas sûr qu'il pense tout ce qu'il dit. Quand il dit qu'il est très content d'avoir fait deuxième, je le crois pas tellement parce que vu le scénario, tu peux pas être heureux de faire deuxième. Mais voilà, en tout cas, son objectif, c'est vraiment de faire passer ça comme si c'était pas une désillusion aussi forte que ce que ça a pu être, pour finalement ne pas donner l'impression qu'il vient avec un esprit de revanche et qu'il va écraser tout le monde. J'ai l'impression qu'il essaye un peu de se faire discret, d'évacuer cette pression, de dire qu'il n'est pas tout seul, que Pogacar n'est pas son seul rival, qu'Ineos est très fort. Et pour aller dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure sur Pogacar et du fait qu'il va devoir assumer la course, Roglic a aussi dit ça. Il a aussi dit on va pas rouler et ça va être à eux d'assumer. Donc Jumbo a prévu, même s'ils ont les hommes pour le faire et qu'ils pourraient décider de faire exactement comme l'année dernière. On va voir d'ailleurs la Ils ont composition décidé- de la Jumbo-Visma qui est super team, hein, on va pas se mentir. Il y a du lourd, hein. Ouais, et il y a Vingegaard qui a fait un podium au Pays Basque, il y a Sepp Kuss qui est impressionnant en montagne, il y a Kruijswijk qui reste Kruijswijk, le capitaine Gezing qu'on disait il n'y en a pas du côté de... Alors si, c'est un peu le Rui Costa on va dire, le pendant peut-être de Rui Costa chez Jumbo-Visma, Tony Martin et Van Aert pour la plaine, donc c'est évidemment très 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 solide, et peut-être Van Aert même pour un peu la montagne. Tony Martin, c'est quand même Van Aert dans 50 ans, hein. Ouais, c'est vrai. On va pas se mentir. Et- Quel rôle pour vous de Van Aert d'ailleurs, les gars, pour aider? Est-ce que ça va être une force véritable pour Primoz Roglic, ou est-ce que vous l'imaginez avoir un rôle un peu différent, peut-être jouer un peu plus sa carte, essayer d'aller chercher un top 10? Vous l'imaginez comment? Alors top 10, non. Hein. Moi, je pense qu'il va être réquisitionné pour bosser pour Roglic, hormis les étapes un peu accidentées où il pourra aller gagner des étapes. Moi, je pense je crois que c'est son objectif. Il vise le maillot jaune sur cette première semaine, avec ces 4 étapes en Bretagne et ce contre-la-montre qui lui conviennent parfaitement. Et s'il vise le maillot jaune, c'est qu'il aura déjà marqué pour moi des gros points au maillot à poids, s'il arrive à avoir le maillot jaune, au maillot par point, excusez-moi. Et je pense que l'objectif à terme l'objectif pour moi sur ce Tour de France de Van Aert, un peu inavoué pour l'instant, c'est peut-être d'aller chercher le maillot vert. Alors après, la course est longue. C'est dur de Roglic rendre ça compatible avec la quête du maillot. Mais c'était la promesse qu'a fait la Jumbo à C'est pour ça, Wout en van fait. Aert pour qu'il C'est pour revienne. ça que je voulais pour poser le faire cette revenir question, sur le quel Tour de France. rôle pour Van Aert, parce C'est ça, que c'est intéressant. il peut être Il va être- moins il va être dévoué à équipier. Roglic. Il va être équipier, mais lui l'a dit, il a la latitude pour participer au sprint, il a la latitude pour faire sa course. Mais je pense que sur les étapes à risque, donc les étapes de plaine avec du vent annoncé ou les étapes de montagne, je pense que son rôle sera dédié à Roglic, c'est clair. Je pense quand même qu'on a une équipe Jumbo-Visma, sur le papier en tout cas, moins impressionnante que l'an dernier et que ça va leur permettre de se défausser un peu de certaines responsabilités. Intrinsèquement, je suis pas sûr que ce soit moins fort parce que Vingegaard est très très costaud. Sepp Kuss est sûrement plus fort que l'année dernière. Mais sur les noms qu'on a au départ, on n'a pas de Tom Dumoulin, qui était un ancien vainqueur de Grand Tour. On a un Kruijswijk qui l'année dernière arrivait dans l'impôt d'un mec qui avait fait podium du Tour et qui là est revenu quand même à un niveau beaucoup plus moyen, disons. Alors évidemment, il est quand même très fort. Mais L'année dernière, tu avais Bennett, Bennett, Amund Janssen, Dumoulin, Racing, Kuss, Tony Martin et Wout van Aert. Avec Et- Bennett en plus aussi. voilà. Et tu avais Bennett qui avait fait une saison assez impressionnante, au Tour de l'Ain qui avait été assez incroyable, qui là n'est pas là et qui de toute façon fait une saison, a fait un Giro Catastrophique. pas bon, voilà. Donc je pense qu'en fait sur le papier de Jumbo, même s'ils ont une équipe encore très impressionnante et que intrinsèquement je suis pas sûr qu'ils soient moins forts, peuvent la jouer en mode on n'a pas l'armada de l'année dernière et qui sera une raison de plus de laisser la course peser sur les autres équipes. Et je pense aussi que tactiquement Jumbo-Visma s'est rassuré. Ils ont eu un énorme raté l'an dernier sur le Tour parce qu'ils auraient dû éliminer Pogacar bien avant, ils l'ont pas fait. Mais ils ont ils ont montré cette année qu'ils pouvaient malgré tout tactiquement renverser des courses. C'était le cas au Pays Basque où ils ont pris le maillot jaune à McNulty et où ils ont piégé en même temps Pogacar sur la dernière étape. Et ça a été un peu, je pense que c'est un peu quand même un petit tournant, une preuve de dire quelque chose qui montre qu'il n'y a pas que la poisse chez Jumbo-Visma. Voilà, tu perds le Tour, tu perds le Dauphiné, tu perds le Paris-Nice. Et finalement, un peu partout où il allait, Roglic, il lui arrivait un truc mauvais. Là, ils ont montré que tactiquement, ils étaient aussi capables d'être au point et de renverser une course.
Et il faudra évidemment suivre les conséquences de la chute aujourd'hui, parce que la première chute générale de ce Tour de France, elle a eu lieu à environ 30 km de l'arrivée, et elle impliquait absolument toute l'équipe Jumbo-Visma, Avec un sauf Tony Martin, un coureur. Tony Martin qui a du mal à se relever. Ouais. Donc on va voir, on sait que dans le vélo, on peut se relever, et puis après, 2 jours après, ressentir des vraies séquelles, et c'est le matin en gros qu'on connaît véritablement les conséquences d'une chute. Donc ça peut être très important. Et un dernier mot aussi pour rappeler que Primož Roglic n'a rien fait avant le Tour de France. On connaissait par exemple des Lance Armstrong qui étaient capables d'arriver sur le Tour de France avec dizaines de jours C'est pas le seul, de d'ailleurs. compétition. Ouais. C'était quand même très rare. Ils ont un peu tous fait ça. Pas tous, Sûrement mais pour éviter les chutes aussi. Bah, il y a aussi C'était la justification. En 2019, Roglic, entre le Giro qui perd face à Carapaz et la Vuelta qui va gagner, je crois qu'il il fait son championnat national et sinon il court pas pendant 2 mois. Donc c'est quand même, il est pas coutumier, il est coutumier du fait, mais voilà, c'est pas trop surprenant de le voir adopter ce genre de tactique. C'est ce qui lui a déjà réussi par le passé. Ouais, et Marit, juste, je fais pas d'allusion par rapport à du dopage ou quoi pour Armstrong. C'est juste pour dire que pour Armstrong, on lui reprochait très clairement ça, de très peu courir avant le Tour et de ne viser que le Tour de France et de pas être présent globalement. Après, quand tu as eu la désillusion de l'année dernière, et il est quand même allé sur Liège, Roglic, avec l'intention de gagner, qu'est-ce qu'il aurait fait entre Liège et le Tour, à part des courses de préparation? Non, mais par exemple, il avait chuté sur Paris-Nice et il avait eu très peur que ça ait des conséquences. Oui, tout à fait. Là, j'ai l'impression que c'est la raison pour laquelle il y va. Il a aussi expliqué qu'il se connaissait très bien, qu'il réagissait généralement très bien au stage en altitude, et que du coup, il n'avait pas forcément besoin d'aller vérifier en compétition, entre guillemets. Et chez Jumbo-Visma, c'est un choix qu'ont fait plusieurs coureurs. Alors, sûrement en adéquation, en accord avec le staff, c'est sûrement une stratégie globale, mais Tennyson arrive avec 14 jours de course, Van Aert 15, Roglic 17, et c'est les 3 coureurs qui ont le moins couru au départ de ce Tour. Ouais, c'est très peu. Qui donc peut battre Roglic et Pogačar? Sont-ils même battables, les gars? L'adversaire numéro 1, potentiellement, c'est le Team Ineos. On va voir ce Team Ineos qui arrive là aussi en force, avec 4 hommes potentiellement qui peuvent être des favoris. Geraint Thomas, Richie Porte, Tao Gegenhardt et Richard Carapaz. Est-ce que vous en voyez un des 4, les gars, être capable de gagner le Tour de France, si ce n'est pas votre pic, donc toi, Polo Pogačar, et toi, Robin, Primož Roglic? Tu veux commencer? Moi, j'aurais dit Geraint Allez. Thomas. J'étais pas loin je suis pas loin de croire en Geraint Thomas pour la victoire finale, parce que sa saison, pour moi, elle est super logique, elle est super bien construite, il monte en puissance, que ce soit en montagne, que ce soit en contre-la-montre. On l'a vu démarrer la saison vraiment timidement, en se disant peut-être qu'il part sur une nouvelle saison galère après une année 2020 qui avait déjà été compliquée, où il avait, rappelons-le, pas été sélectionné pour le Tour de France. Là, je pense qu'il arrive dans des conditions optimales. Lui, ce qu'il dit, c'est que cette saison a beaucoup mieux démarré avec des bons résultats. Nous avons une équipe très forte et les résultats ont été solides. J'ai mis beaucoup de temps pour revenir à un bon niveau de forme. Après mon sacre sur le Tour 2018, on sent quand même, Paul, que Geraint Thomas, il n'a pas lâché l'affaire malgré son âge. Il n'a pas lâché l'affaire. Pour lui, il veut toujours remporter le Tour de France. Il est hors de question de laisser la place très claire à un de ses équipiers, notamment Richard Carapaz, même si ce dernier a gagné le Giro. Bah, il aurait tort de penser autre chose. Évidemment, il est à des années-lumière du niveau, dans le bon sens, hein, du niveau qu'il avait l'an passé. Il s'est remis dans une forme et dans une dynamique de leader pour un grand tour en puissance. Il fait une super saison jusqu'à aujourd'hui. Même sur cette étape, finalement, lui, contrairement à ses deux collègues, Carapaz et Porte, et bah pour le coup, lui passe entre les gouttes. Carapaz perd 5 secondes. J'ai regardé un peu, là pendant qu'on parlait, j'ai regardé un peu les écarts. Carapaz perd 5 secondes, Richie Porte perd déjà 2 minutes 26. Donc voilà, il s'affirme. Pour Porte, ça va pas changer grand-chose, il ne voulait pas être leader. Ouais, mais je pense qu'il aurait pu l'être s'il n'y avait pas eu cette chute. Mais bon, évidemment, Richie Porte et les chutes sur le Tour de France, il fallait quand même s'en douter un peu. Non, Geraint Thomas a tout du leader d'Ineos en puissance et a tout pour être un outsider sur ce Tour. Cette saison m'a tellement rassuré, sa démonstration en Romandie, sa balade en Catalogne, au Dauphiné, il fait le jeu de Richie Porte, donc voilà, aucun problème, fort en montagne, excellent en chrono. Il a le profil parfait pour inquiéter Ineos, mais j'ai quand même l'impression qu'en montagne, il est vraiment en dessous d'un Jumbo. Roglic. Hein,
pour inquiéter la Jumbo et UAE, pardon. Je pense quand même qu'il est en dessous en montagne que Pogacar. Montagne, ouais, je suis d'accord. Et ça va être son grand défi, ça va être finalement de garder la roue d'un Primož Roglič. Et c'est aussi une des incertitudes qu'on a, c'est que Polo, tu parlais de la préparation de Pogacar en Slovénie. On a parlé de Roglič qui n'a pas couru depuis Liège. Et on a eu Geraint Thomas qui a fait le Tour de Romandie où il a gagné et le Dauphiné où il a fait 3e ou 2e, je ne sais plus. Et on a eu Carapaz qui est allé au Tour de Suisse. Et donc en fait, ces quatre-là ne se sont pas affrontés sur les quasi 2 derniers mois de C'est ça qui est aussi excitant potentiellement. Est-ce qu'il y a un autre Ineos qui vous vient à l'esprit quand vous évoquez cette question que vous êtes évoquée? Tu penses à Tao Gegenhardt? Moi, pas du tout. Hein. Tao Gegenhardt, très sincèrement, il est cité. Je vois pas trop pourquoi il est cité. Même parce qu'il a gagné le Giro. C'est pour ça qu'il est cité. C'est ça. Vu de sa saison, même toute cette saison, il a été. Vous le voyez finir où, par exemple, dans le classement général? Pas loin. Faire le train entre le 7e et le 5e kilomètre d'un col et exploser après. C'est un set-cash, quoi. Oui, exactement. Il n'aura pas un rôle. En fonction de comment ça se passe pour Ineos sur ce tour, peut-être qu'il aura plus de liberté. Oui. On verra, mais il n'y a rien d'autre. Par contre, Carapaz, ouais. Carapaz, moi c'est le chrono qui m'inquiète quand même beaucoup. On a vu en montagne l'année dernière sur la Vuelta qu'il pouvait tenir et faire douter Roglič. Ça c'est vrai, en montagne je pense que Carapaz peut être au niveau d'un Roglič et peut être au niveau d'un Pogacar. Mais est-ce que en attaquant la montagne en fin de semaine prochaine, il aura pas déjà une minute de retard sur ces deux-là? Donc il n'y a rien de grave hein, pour Carapaz, mais j'ai peur que entre ce premier chrono-là et le chrono de fin, ça lui coûte quand même très cher au final. Hein. Une déclat d'abord de Richard Carapaz et après on regardera du coup tes prédictions sur le contre-la-montre pour notamment Richard Carapaz et c'est là que ça deviendra notamment intéressant comme le dit Paul. L'année dernière j'ai découvert le Tour et je suis très excité de revenir avec cette grande équipe et de remplir l'objectif fixé en début de saison qui n'est autre d'essayer de gagner à Paris le maillot jaune. Voilà Richard Carapaz donc qui a cette faiblesse potentielle par rapport aux 3 autres. Mais quelle est véritablement la hiérarchie entre Pogacar, Roglič, Geraint Thomas et Richard Carapaz? Alors on sait que Carapaz est 4e, ça c'est pas un grand secret, mais c'est vrai que en fait la question je me la posais depuis quelques jours. Parmi les 3, on sait qu'ils sont tous très bons rouleurs, mais qui est vraiment au-dessus des autres? La hiérarchie que j'ai essayé de dessiner, c'est celle-ci, avec Primož Roglič qui est pour moi le meilleur rouleur des 3. Devant Geraint Thomas. Carapaz n'est pas un incapable, hein, mais c'est juste que devant, il a des 3, des 7, 8 meilleurs rouleurs du monde peut-être. Et donc on aurait Tadej Pogacar en 3. Sur quoi c'est basé? Pour l'expliquer un peu, j'ai regardé les affrontements qu'il y avait eu entre ces 3-là, direct, et ensuite leurs résultats depuis, disons, un an et demi sur chrono. Primož Roglič, il a affronté Tadej Pogacar sur 5 chronos en carrière. Il a été 3 fois devant Pogacar. Les 2 fois où Pogacar a fini devant, c'était au championnat de Slovénie l'année dernière et sur le Tour de France. La Slovénie qui était en montée. Le chrono de la planche des belles filles dont on a beaucoup parlé, mais un chrono en montée qui était très particulier, qui arrivait sur la 20e étape du Tour où il y avait la question de la fraîcheur, du mental et beaucoup d'autres choses. Sur cette année 2021, par exemple, Roglič, il a dominé Pogacar sur le contre-la-montre du Tour du Pays Basque en lui mettant 28 secondes en 14 km. Mais pareil, il était heurté le chrono du Pays Basque. Oui, un petit peu, exactement. Mais oui, du coup, c'est quand McNulty finit 2 juste derrière lui. Ouais. Et il pouvait aussi correspondre entre guillemets à Pogacar du coup. Oui, et t'as même tout à fait, ça se défend. Tu as même fait un bilan chiffré d'ailleurs de combien potentiellement Richard Carapaz, on le rappelle 60 km de contre-la-montre sur ce Tour de France, combien on peut imaginer son débours total sur ces étapes-là Alors on l'a là à l'écran, 1 minute 30 sur 30 km, c'est ce que j'ai estimé sur Primož Roglič, donc sur celui que je considère comme le meilleur rouleur parmi les 3 favoris. Sur Richard Carapaz, pour donner quelques exemples, sur la Vuelta en 2020, un contre-la-montre avec un mur sur la fin de 34 km, le chrono global, il avait perdu 50 secondes sur Roglič, sachant que les deux jouaient le classement général et qu'on va dire ils étaient vraiment très proches à ce moment-là. Mais voilà, 50 secondes sur un chrono d'une trentaine de kilomètres, mais qui comportait une grosse difficulté qui avait atténué les écarts sur la fin de ce chrono. Sur des chronos plus plats, par exemple, cette année, il prend 1 minute 20 en Catalogne, sur 19 km, alors pas sur Roglič mais sur le vainqueur. Au Pays Basque, il prend 45 secondes en 14 km. Donc c'est beaucoup sur des chronos plats, il est vraiment désavantagé. On l'a vu au Tour de Suisse, un chrono vallonné, il fait 4e du chrono je crois. Ouais. Donc ça c'est un chrono qui doit lui convenir, entre guillemets. Quand il y a des bosses, ça va, mais si c'est tout plat, il va prendre cher. Donc voilà la hiérarchie comme on l'a construite. Et il restait un dernier truc, c'est
Pogacar ou Thomas, c'était le plus difficile à définir, entre guillemets, parce que c'est assez clair que Roglic est meilleur rouleur que les deux autres. Mais entre Thomas et Pogacar, c'est un peu plus compliqué. J'ai mis Thomas devant, parce que Thomas, il est en nette progression sur les contre-la-montre de cette année. C'est-à-dire qu'il a démarré moyennement, 23e du chrono du Tour de la Provence. Mais il a fini par 3e du chrono du Tour de Romandie, 10e du chrono du Dauphiné, 2e du prologue en Romandie aussi. Donc beaucoup plus dans ses standards. Alors que Pogacar, lui, honnêtement, sur les chronos de cette année, c'est pas folichon. Et il a notamment perdu le contre-la-montre de ses championnats nationaux en Slovénie, derrière Tratnik et Polanc, qui n'est pas ultra rassurant. Alors, est-ce qu'il a fait le chrono à fond? Ça, il n'y a que lui qui le sait. Mais en tout cas, il n'est pas aussi virevoltant cette année en chrono. Et il ne faut pas uniquement voir dans les qualités de Pogacar en chrono, il ne faut pas les baser uniquement sur le chrono de la planche des belles filles. Il y a un homme qui n'est pas dans ce classement-là, qui aurait pu y être, on aurait pu l'ajouter avant la première étape du Tour de France, c'est Richie Porte, qui est un excellent rouleur. Mais on se posait un peu la question, quel serait son rôle? Et aujourd'hui, après avoir fait ses viewing partie de la première étape, il a perdu 2 minutes 30 aujourd'hui, Richie Porte. Et pourtant, avant le Tour de France, on le voyait, il était un peu le cul entre deux chaises, où on ne savait pas trop, il avait des déclarations un peu contradictoires. Et il avait dit que chacun ferait sa course, qu'il y avait 4 hommes à pouvoir penser au maillot jaune, et qu'ensuite, ils examineraient au jour le jour. Ce sont les résultats et la course qui détermineront la hiérarchie, Paul. La course aujourd'hui a commencé à dessiner la hiérarchie pour Richie Porte, malheureusement. Ouais, moi j'avais surtout en me basant sur cette déclat, et d'ailleurs même quand il avait dit qu'il ne jouerait pas le général au Tour de France et qu'il était là pour Geraint Thomas et Richie Porte, j'y croyais déjà pas trop. Je lis cette déclat, je me dis finalement j'ai bien fait de pas trop y croire parce qu'il est en forme et qu'il aurait tort de se priver. Il sort quand même d'un podium sur le Tour, il roule très bien, il grimpe, Dauphiné gagné. il grimpe bien, il gagne le Dauphiné. Je me suis dit, voilà, il a quand même la tête d'un bon favori. Après, les vieux démons de Richie Porte sur le Tour de France sont réapparus. Et c'est encore une chute, encore une chute en début de tour. C'est frustrant. C'est frustrant parce que moi, j'en avais fait sans trop spoiler la suite de l'émission, mais je l'avais mis plutôt haut dans mon classement général. Donc voilà, je suis frustré très frustré pour Richie Porte. Je pense honnêtement que c'était du bluff cette déclat-là. Je pense qu'il y a 2 leaders très clairs chez Ineos qui sont Thomas et Carapaz. Richie Porte, il le dit aussi, on ne peut pas avoir 4 leaders. Il a dit qu'il fallait choisir, que tu ne peux pas partir avec Thomas, Carapaz, Porte et Gegenhardt. Ça fait trop, c'est illisible même pour sa propre équipe en fait. Donc tu peux avoir 2 leaders, allez disons même 3 maximum, mais même ça j'y crois pas, et attendre que la route décide. Là ce qui est cohérent, c'est que tu as un leader Carapaz qui est censé être très fort en montagne, moins en chrono, et Thomas où c'est peut-être l'inverse. Et donc là tu peux te permettre d'avoir 2 cartes différentes qui en plus nécessitent 2 stratégies de course et 2 façons de courir différentes. Mais Porte, moi je me réfère plus à ce qu'il avait dit après le Dauphiné, où il avait dit qu'il n'aimait pas le rôle de leader, qu'il n'en voulait plus, que c'était trop de stress, qu'il était admiratif même de ceux qui réussissaient à le tenir pendant plusieurs années, et qu'en gros son podium sur le Tour c'était son Graal qui avait été atteint, et que sa victoire sur le Dauphiné c'était la cerise sur le gâteau, et que c'est bon, il n'en voulait pas plus. Après, je pense qu'en fait en interne, on lui a dit attends, si tu peux nous aider là un peu à brouiller les pistes avant le départ, ça peut nous aider. Mais en vérité, Porte, à aucun moment, je pense, il s'est dit je vais être le leader d'Ineos sur ce Tour. Et puis de toute façon, là c'est la course qu'a choisi, et déjà c'est réglé pour Tao. Pareil, Tao qui a bien chuté aussi, et pour Porte. On va voir ce que fait Carapaz qui a perdu 5 secondes aujourd'hui sur le groupe des favoris. Est-ce dû est-ce qu'il a été gêné? Est-ce qu'il lui aussi a un peu chuté? Ou est-ce que c'est justement dû à la forme? Et ça, c'est peut-être plus inquiétant. Ça, pour le coup, on ne sait pas. Geraint Thomas a fini dans le groupe de tête. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais Roglic prend 4 secondes de bonification aujourd'hui. C'est peut-être pas anodin parce que on sait que ça peut se jouer à peu. Donc voilà. Ben, je te le dis comme ça, je t'ai envoyé sur ton téléphone un lien avec un tweet assez intéressant que j'aimerais qu'on mette tout à l'heure pour voir le débours de chaque favori aujourd'hui, parce que ce sera très important de voir qui a perdu du temps ou non, parce que je découvre là aussi des coureurs qui ont perdu quand même pas mal de temps aujourd'hui, et que ce soit clair pour tout le monde. Amati P. Riley, un compte Twitter a fait le topo, et c'est assez intéressant. On enchaîne avec ces coureurs potentiellement qui visent un podium. On va aller voir ces coureurs qui visent un podium. Du coup, Ben, je lui fais faire 2 choses en même temps, c'est pas simple. Mais hormis les coureurs qu'on a cités là, les gars, il y a notamment Julien Alaphilippe
évidemment, qui aujourd'hui a montré sa puissance. Voilà, objectif podium pour ces hommes-là, notamment Henrik Mas, Steven Kruijswijk, Julien Alaphilippe, Wilco Kelderman, Rigoberto Urán et Jack Haig. Julien Alaphilippe, il terminera où ce Tour de France, Polo? Moi, je sais pas, le plus haut possible, je pense. Déjà, ça, je pense que c'est l'info principale. Je pense qu'il va tenter de le faire C'est à où le fond possible pour pour le lui? classement général. Surtout quand tu vois cette première semaine qui est parfaite pour lui, avec demain Mur de Bretagne, il peut encore grappiller quelques secondes peut-être à la Bonif ou des trucs comme ça. Ensuite, tu as ce chrono de la 5e étape où là, pareil, il va être dans le bon wagon. Ça va dépendre de la haute montagne. Je suis incapable de dire ce que Julien Alaphilippe peut faire en haute montagne. Je l'ai trouvé un peu léger en Suisse pour quelqu'un, et on avait parlé tous les deux, Robin. Un peu léger en Suisse pour espérer quelque chose sur un grand tour. Mais voilà, je pense qu'il va se battre jusqu'au bout. Son tour est déjà presque réussi. Mais voilà, le sky is the limit pour ce gars. Nous, on en attend tellement. Il faut qu'on arrive aussi à pondérer un peu nos attentes et essayer d'être le plus pragmatique possible. La fille va avoir du mal à passer la montagne. J'ai très peur des Pyrénées qui vont être très durs et qui vont arriver en fin de 3e semaine. Donc voilà, qu'il fasse le meilleur tour possible et qu'il se batte pour le meilleur classement général possible. Et je pense qu'il peut viser un top 10. Un top 10, oui, mais du coup, est-ce que c'est un intérêt de se battre pour ça? Et voilà, c'est ça. Et la bonne question, elle est là. La bonne question, c'est une très bonne question, Robin. On a beaucoup parlé du stage en altitude fait par Julien Alaphilippe en Sierra Nevada ces dernières semaines. La vérité, c'est qu'il l'avait déjà fait en 2018 et en 2019, avant 2 Tours de France qui déjà lui avaient fortement où il avait été réussi. bon en montagne. Voilà, mais que du coup, ça ne veut pas dire qu'il va être plus fort en montagne que les années d'avant, puisqu'il avait déjà fait finalement ce stage en altitude. Et en fait, ce que je me dis, c'est que Alaphilippe est bon rouleur, oui, mais il n'est pas meilleur rouleur que les gars qu'on a vus tout à l'heure. On a parlé de Roglic, ouais. Thomas et Pogacar. Au mieux du mieux, il sera dans les mêmes temps, mais il ne sera pas devant. Et en montagne, il va forcément être derrière. Alors regarde, tu vois, il bat Roglic. Donc forcément, il y a des jours où il va réussir peut-être à s'accrocher, à être dans les mêmes temps. Peut-être qu'à Tignes, il sera dans le temps de ces gars-là. Peut-être que même après la descente du Ventoux, sait-on jamais, si ça monte doucement le Ventoux et qu'il se refait dans la descente, peut-être qu'il sera là. Mais sur la durée du tour, il y a forcément un moment en montagne où il va perdre du temps. Ouais. Et où est-ce qu'il va reprendre ce temps-là? Alors oui, aujourd'hui, il prend 8 secondes plus la bonif. Demain, peut-être qu'il va encore prendre, peut-être encore la bonif et 10 secondes. Et peut-être qu'il va le faire une 3e fois sur une autre étape un peu pour puncher. Mais ça ne va pas être éternel. Surtout qu'on ne va pas lui laisser beaucoup de marge. À partir du moment où il est avec le maillot jaune aujourd'hui et qu'il nous a déjà fait le coup il y a 2 ans de le porter pendant 2 semaines, les autres favoris ne sont pas fous, ils ne vont pas le laisser prendre 2 minutes. Donc à partir de là, en fait, je ne vois pas comment il pourra aller chercher le podium. Non, le top 5, oui. En fait, tu me dis Alaphilippe fait 5e, peut-être. S'il est très fort en montagne, peut-être. S'il fait 5e, en ayant déjà gagné une étape et en ayant déjà porté le maillot jaune, moi je suis. Oui, mais est-ce que ça sert à quelque chose de t'emmerder à aller faire 5e plutôt que de relâcher le général et d'aller chercher, je sais pas, 3 étapes, 4 étapes? Mais peut-être que dès le Grand Bornand, il sera à 5 minutes au général. C'est la question que je me pose. Dans ces decks-là, il laisse le doute. Après, en tout cas, il laisse le doute dans sa préparation. Il dit, je vais faire le mieux possible. Ça ne veut pas trop dire grand-chose. Je vais m'accrocher. C'est la première fois que Tour de Suisse et Dauphiné, d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il ait participé au Tour de Suisse avant, Tour de Suisse Dauphiné, qu'il est placé au classement général sur une course de préparation au Tour de France. C'est la première fois dans sa carrière. On va regarder d'ailleurs, globalement, Ben, est-ce que tu as pu avoir le tweet que je t'ai demandé pour voir le débours global et l'avance de Julien Alaphilippe? Merci Ben, tu gères. Donc Alaphilippe, 14 secondes d'avance sur Roglic, donc avec la bonif effectivement de 9 secondes par rapport à Roglic. Et on voit donc ces hommes-là qui n'ont pas perdu de temps. Haig, Kelderman, Pogacar, il y a notamment Geraint Thomas qui n'a pas perdu de temps, Henrik Mas, Urán, Nairo Quintana, Vincenzo Nibali et Fuglsang. Carapaz a pris quand même un petit écart, c'est à noter. Malheureusement, là, ça commence à être un peu plus dur et on est à 2 minutes pour Ben O'Connor, qu'on voyait potentiellement faire un beau... Après 2 minutes pour faire un top 10, on sait que le 10e termine environ à 15 minutes du premier. C'est pas impossible, mais c'est handicapant. Miguel Ángel Lopez, là, c'est vraiment un problème pour le leader de la Movistar. Bourgman, Kruijswijk, Guillaume Martin. Là, il a perdu son temps s'il veut avoir un peu de largesse pour aller chercher un maillot à poids. On en parlera juste après. Richie Porte, donc à 2,30. Simon Yates. Et là, Valverde est à 5,40. Ouais, bah bon. Voilà, Tao Gegenhardt, on en parlait, il a clairement perdu du temps. Barguil aussi perd du temps. McNulty, Woods. Alors, à voir comment Woods est arrivé. Général, pour Israël.
Donc là, pour le coup, Israël, ils ont vraiment tout perdu. sur cette C'était étape. un de mes poulains pour l'étape du jour aussi, mais s'il manque un peu de pointe de vitesse, donc je suis évidemment très triste de le voir à 9 minutes à l'arrivée. Et donc Sepp Kuss aussi, on en parlait tout à l'heure. Lui, vu qu'il est à 16 minutes 39, il a dû avoir du mal à s'en remettre de la première chute de la Jumbo-Visma. Donc à voir dans quel état il va se retrouver Sepp Kuss. Ça va être très intéressant. Voilà, c'est de savoir, au-delà des écarts, maintenant, c'est de savoir comment L'état organismes des mecs. sont. À part Lopez, en fait, aucun coureur qui visait un haut classement, disons, n'a perdu du temps. Par contre, si tu perds des équipiers importants, que ce soit McNulty pour ça. Pogacar, que ce soit Kuss, Kuss pour Roglic, bah, ça peut jouer. Oui. c'est clair. Vrai problème pour Miguel André Lopez, forcément ce temps de perdu. En revanche, point fort aussi pour Enric Mas, qui dans l'équation devient un peu plus leader, Paul, de la Movistar. Ah, je pense qu'il l'était déjà, et même si la saison, enfin la deuxième partie de saison en folie que nous a fait Lopez aurait pu un peu rebattre les cartes. Je trouve qu'Enric Mas, depuis maintenant 2 ans, donne beaucoup plus de garanties pour cette équipe Movistar, lui qui a fait 5e du tour l'an dernier et qui, pour le coup, ne se cache pas et vise vraiment un podium cette année. Ça trompe pas, voilà. Il est passé entre les gouttes aujourd'hui. Voilà, il le dit exactement ça. C'est exactement la déclat que j'ai vue. Il est en confiance aussi. Il est en confiance. Alors, on sait que chez lui, la confiance, elle peut être assez Pour qu'il aille disparate. chercher un podium, je pense Et quand même qu'il faut qu'il y ait de la casse devant. Il faut qu'il y ait Parce de la que casse s'il devant. n'a Il pas, je vois faudra pas des comment. circonstances de course, mais en tout cas, pour le coup, il était peut-être potentiel co-leader de la Movistar. Après la première étape, il n'y a plus de débat. Et que ce soit Valverde ou Miguel André Lopez vont devoir un peu courir pour lui. Même si je suis surpris de voir Miguel André Lopez dans cette équipe face à des mecs qu'il a insultés, à qui il a fait la guerre à la Vuelta. Depuis que j'ai vu Rudy Garcia aller à Lyon, j'ai du mal le encore à monde du imaginer sport ne m'étonne j'ai plus. du mal encore à imaginer Miguel André Lopez bosser pour Mas ou pour Valverde. Mais on en reparlera durant cette Vuelta, durant ce Tour de France. Et au pire, ça nous fera une très belle saison Movistar une très belle saison 3 de la Movistar sur Netflix. Jumbo et Ineos qui chutent dur, ça peut peut-être aider à moins cadenasser les étapes de montagne d'après X-Master. Dans les coureurs qu'on a montrés, Robin, est-ce qu'il y en a un qui est vraiment en capacité de viser le podium? Sans circonstance, je te dirais non, parce que pour moi, il y a 4 mecs au-dessus. Lequel de ces gars-là va aller reprendre du temps en chrono sur les 4 favoris dont on a parlé avant? Je pense personne, si ce n'est peut-être Rigoberto Urán. Par rapport à Carapaz, pas par rapport aux 3 autres. Et en montagne, je vois aucun de ces gars-là accrocher ni Carapaz, ni Roglic, ni Pogacar, ni même Thomas, en vérité. Donc honnêtement, je pense que le top 4, pour moi, il est dessiné. Donc ça veut dire que pour qu'un de ces gars-là dont on a cité aille chercher un podium, il faudrait au moins deux coureurs en moins qui abandonnent ou qui ont une défaillance. Ou voilà. Mais sur le papier, il y a 4 coureurs qui sont au-dessus de toute cette liste. Je suis curieux de voir ce que va faire Uran sur la forme de son Tour de Suisse. Il a fait un gros chrono, mais en montagne, il n'était pas impressionnant. Mais voilà, c'est le seul un peu qui me fait frétiller dans cette liste. Kelderman qui fait un super Dauphiné aussi, mais j'y crois pas une seconde. Si on dit notamment, on va en parler après, David Gaudu, qui ne doit pas jouer le général ou qu'il n'ira pas chercher un haut classement général, aucun de ces gars-là n'ira non plus, tu vois. Voilà, Je pense qu'ils sont dans la même lignée, en fait. Bon, en tout cas, Rigoberto Urán, voilà ce qu'il dit juste avant le tour. Il dit qu'il se sent plutôt bien. Je me suis bien préparé pour ce tour. Mon ambition est de monter sur le podium et j'aimerais aussi gagner une étape. Quoi qu'il en soit, il faudra passer à l'offensive. C'est la spécialité à Rigo. Donc non, mais c'est pour ça c'est rigolo de le voir le dire. Rigo. Il l'annonce, mon pote. C'est Rigo. Attention, c'est Rigo, espace, l'eau. Voilà, Willy Bernal, effectivement, il va aller sur la Vuelta et sur les Jeux Olympiques, non, justement. Objectif Vuelta pour faire le doublé Giro Vuelta qui n'a pas été fait depuis 2008 Contador. Donc voilà, ça va être intéressant. Et Polo, quand même un petit mot de Jack Egg que tu sens bien. C'est dans la pour un bon top 10. J'avais envie de mettre un Brian Victorius dans cette équation. Alors après Jack Egg Marc Padoun n'est pas là. Jack Egg, il est bien aujourd'hui, il est dans le sprint, il finit juste derrière Roglic, il est 4e, il est plutôt intéressant sur son début de saison. Il est plus chez Mitchelton Scott, plus obligé de bosser pour les frères Yates. Il fait un bon Dauphiné.
Voilà, donc ce sera intéressant de voir si la Bahrain Victorious arrive à faire perdurer cet état de grâce qu'ils ont depuis le début de saison. Eh ben, le top 10, c'est exactement ce qu'il vise pour cette édition-là. Et il poursuivra dans la quête du top 10, mais surtout, il verra où il en est après le contre-la-montre de la 5e étape. Voilà pour savoir qui peut battre Roglic et Pogacar. Vous avez tout ce qu'il faut pour briller en société, en tout cas en ce qui Je concerne sais pas si les tu peux nous favoris. discuter avec les analyses sur le temps perdu Ah. par Carapaz en Non, chrono. moi j'essaie. En peloton, mais ça- en peloton au Tu brilles moins. en peloton, J'ai voilà. brille en j'essaie, mais peloton. ça me plaît même pas au sein d'une D'un groupe d'amis. au sein d'une rédaction de sport. Alors j'imagine pas dans une soirée On va envoyer avec Joseph dans la avec rue des filles. de parler un peu vélo avec les gens qui croisent dans le métro. C'est On va vrai. voir Non, mais si- par contre, la dernière fois, on était au Trinquet, là, sur les quais à Paris 16, et on a trouvé des gens d'ASO qui parlaient vélo, et à qui on a un peu parlé vélo. On parlait et qui vélo nous toute la connaissaient, on était soirée. contents. Les gens, nos amis avec qui on est venu, nous ont détestés. Voilà. Mais c'est ça la passion, malheureusement. Eux ne parlaient pas vélo, évidemment. C'est l'heure du coup de passer à un focus polo. On va passer Euh, sur le focus. Eh ben, Focus sur c'est les Bleus. parti, un petit focus sur les Français, les amis, c'est parti. Robin, il est pressé. Je crois il espère un quiz en fin d'émission. Il voit, J'ai il voit le bien temps compris. passer. Moi, Ça va j'essaie de être gagner compliqué, du là. temps. J'essaie de gagner le plus de temps possible pour pas qu'on ait à faire le quiz. On verra où on en est à la fin. Voilà, j'avoue que ça va être compliqué peut-être pour un quiz ou peut-être pour un qui suis-je. Non, ça va. Ce on va focus aller sur les Français, du coup, on rappelle, hein, Thibaut Pinot n'est pas présent, Romain Bardet n'est pas présent, mais David Gaudu est présent, les copains. Où est-ce que vous voyez terminer David Gaudu? Qu'est-ce qu'il doit viser? Est-ce qu'il doit viser le classement général? Est-ce qu'il doit viser les étapes? Est-ce qu'il doit viser même un maillot distinctif? Qu'est-ce Bah, que vous attendez de lui? Je pense que s'il vise le général, il peut aller chercher un top 10, mais j'ai envie de dire, ça sert à quoi? Donc j'aurais envie, moi, de le voir faire les étapes, et pourquoi pas un maillot à poids, oui. Mais je pense malheureusement qu'il va se concentrer sur le classement général. Et je veux dire, en fait, qu'il aille chercher une 8e place, bah, on le sait déjà qu'il a le niveau pour ça. Mais il y a tellement de chronos et il y a tellement, on va dire, peu d'arrivées en haute montagne que je vois pas comment il pourrait aller chercher ne serait-ce qu'un top 5. Et du coup, je trouve que ça fait beaucoup d'investissement pour pas de grandes nouveautés, parce que le niveau de David Gaudu, on sait qu'il a le niveau pour être entre 5 et 10e, quoi. Voilà ce qu'il en dit, Thibaut Pinot. Il est encore jeune, il a largement le potentiel de monter sur le podium d'un grand tour. Et que ce sera dès cette année, je ne sais pas. En tout cas, suivant les circonstances de course, il peut viser le top 5 à Paris. Moi, je suis pas trop d'accord avec toi, Robin. J'ai envie de le voir jouer le général. J'ai envie de le voir se situer au classement général face au meilleur dans un grand tour avec des contre-la-montre. Sauf Voir- qu'il a bouffé 4 minutes déjà. Voir ce qui lui manque. Au Dauphiné, il fait un bon contre-la-montre. Un contre-la-montre, évidemment que c'est beaucoup, mais c'est assez encourageant parce qu'il progresse. J'ai l'impression qu'il progresse en contre-la-montre, qu'il peut progresser en contre-la-montre. En montagne, son Tour du Pays Basque m'a rassuré. Donc le problème du Tour du Pays Basque, c'est que quand ça montait, ça me rassurait. Quand ça descendait, on a vu parfois qu'il était à la limite. Il y a beaucoup de descentes, c'est là aussi que je te rejoins. Moi, j'ai envie qu'il se teste. J'ai envie qu'il se teste et peut-être qu'après le premier contre-la-montre, il sera à 3 minutes et peut-être qu'il changera d'objectif. Mais en tout cas, moi, j'ai envie de le voir se tester. Aujourd'hui, c'était une étape pour lui. Il fait un beau top 10, il est 7e. Demain, c'est encore plus pour lui, je trouve. Chez lui en plus, j'ai envie de le voir attaquer. De toute façon, il faut qu'il attaque puisque les favoris attaqueront comme lui. Et puis on verra, on fera le point au bout d'une semaine. Mais j'ai envie de le voir jouer le général, ouais. Même s'il fait un top 10, je trouve ça bien, je trouve ça encourageant. Ce n'est pas forcément le 24 ans, tracé qui m'avantage le plus, en référence évidemment aux deux chronos et des arrivées en descente. Mais il faut le prendre comme il vient. Une victoire et un bon général, ce serait le top du top d'après David Gaudu. La victoire, on est d'accord. Après, s'il a en plus un bon général, on va pas cracher. Il prend un Mais- peu de vos deux idées. Ça. hein. Moi, je veux Voilà. pas qu'il fasse On verra un comme, peu comment ça se passe, comme quoi. il a fait sur la Vuelta, où il perd beaucoup de temps au début, alors qu'il vient pour jouer le Enfin, il venait pour jouer le général, il perd du temps au début, il gagne 2 étapes sur la Vuelta. J'ai vraiment de le voir dans un rôle de patron, de vrai patron, capable de se battre avec les meilleurs en montagne et de nous faire vibrer, parce que c'est ça aussi qui va nous faire vibrer, c'est de voir un Gaudu avec les meilleurs C'est vrai, c'est en vrai. haute montagne. Et Et c'est s'il est avec les peut-être un meilleurs. peu égoïste du coup, parce que moi c'est plus ça que j'ai envie de voir que limite que de le voir gagner une étape. Et ça, j'avoue, c'est un peu égoïste, ça risque de pas plaire à tout le monde dans le chat, mais j'ai envie de le voir titiller des Roglic, des Pogacar, des Carapaz en montagne. Je pense qu'il en a les capacités. Il y en a un autre qui aurait pu venir pour le classement général du Tour de France, comme il l'avait fait d'ailleurs tout au long de sa carrière.
c'est Guillaume Martin. Guillaume Martin qui aujourd'hui a déjà perdu 2 minutes. Robin, Guillaume Martin, voilà ce qu'il en disait. C'est une victoire d'étape que je vais essayer d'aller chercher cette année. Ça va être un peu nouveau pour moi puisque j'ai l'idée, parce que l'idée est de se détacher du classement général et de peut-être prendre plus de risques pour gagner une étape. Il va courir contre nature, mais là, la perte du temps, clairement, peut l'avantager et le forcer à le faire. Oui. En plus, Cofidis attend une victoire d'étape sur le Tour depuis 2008, donc ça remonte. L'année dernière, Guillaume Martin, il fait 11e du Tour. On le savait qu'il avait déjà le niveau pour être là. Alors après, il avait fait un très très gros début de Tour où il était 3e à mi-course. Ça, c'était honnêtement très impressionnant. Mais à partir du moment où tu dégringoles et où tu vas faire 11e, en fait, c'est pas nouveau, ça n'apporte pas grand-chose à ton palmarès. Et à la fois pour Guillaume Martin et pour Cofidis, pour moi, c'est plus important d'aller chercher une étape. Guillaume Martin, il a encore jamais gagné en World Tour. Il a, je pense, la victoire d'étape largement dans les jambes. C'est un peu différent de Gaudu parce que, comme tu dis, Martin, il a déjà joué le général plusieurs années. C'est ça. Il sait où il en est. Donc il peut se Exactement. permettre de se détacher. C'est plus facile pour lui que pour Gaudu. Je suis d'accord de ce point de vue-là. Gaudu, il a encore jamais joué le général, donc il est peut-être plus tenté de le faire. Là, on est d'accord. Je pense que Cofidis est d'accord, Martin est d'accord. Nous, on est d'accord avec le fait que Tout le monde est d'accord. les objectifs que doit avoir Guillaume Martin. Il fait une très belle Vuelta l'an dernier avec cette philosophie-là. Il n'est pas en train de choper les étapes, il chope le maillot à poids, oui. J'aimerais bien qu'il fasse un peu la même chose, un maillot à poids et pourquoi pas une belle étape. Et le troisième Français dont on parle, c'est Arnaud Démare. Arnaud Démare, qui vient avec son train. D'ailleurs, Konovalovas, malheureusement, a abandonné. Il a abandonné. chuté, C'est officiel, ouais. En tout cas, je l'ai vu dans le chat, donc Ok. à vérifier, mais je fais confiance aux rouleurs dans le chat. Comme ça, après, évidemment, on verra si vous dites vrai. Arnaud Démare, du coup, on va donner le maximum avec mon équipe pour aller chercher des victoires. Le maillot vert, un objectif une fois qu'on sera dans le match. Il faut laisser passer la première semaine pour voir comment on se situe. En ce qui concerne les sprinteurs, il y a quand même pas mal de monde sur ce Tour de France parce qu'il y a 7-8 étapes qui peuvent être intéressantes pour eux. Il va y avoir une grosse bagarre avec des Cavendish, des Sagan, des Ewan. Ça va être assez intéressant la bagarre pour les sprinteurs et notamment pour Arnaud Démare. Ouais, sur le papier, il y a surtout Ewan qui est un gros caillou dans la chaussure d'Arnaud Démare. Il y a évidemment Cavendish parce qu'il a gagné encore récemment. Alors il est arrivé sur le Tour un peu en dernière minute, mais malgré tout, moi je me méfie beaucoup de Cavendish. Ouais, moi aussi. Sagan pour les sprints purs, j'y crois moins. Matthews, j'y crois moins. Colbrelli, peut-être un petit peu, mais je pense surtout que Démare doit avoir l'ambition d'aller taper Caleb Ewan, même si Démare n'est pas au niveau, j'ai l'impression, du Giro de l'année dernière. Il n'a pas autant gagné, il n'a pas gagné sur des épreuves dossier au standing. Il bat En 2 tout fois cas- Ewan cette année sur le Tour de la Communauté de Valence. En tout cas, quand tu as gagné 4 étapes sur le Giro, et c'est ce qu'il avait très bien dit, Ouais. il a dominé un grand tour. Maintenant, il faut réussir à dominer le Tour de France. C'est ça. Moi, je trouve que c'est hyper ouvert. C'est pour ça que voir Cavendish gagner une étape, je trouve pas ça déconnant, en vrai, quand j'y pense. Je pense pas qu'Ewan va surdominer. Quid de ce que va faire un Wout van Aert aussi, mais Arnaud Démare à la place, en tout cas. Avec son train, il perd Konovalovas, mais Konovalovas faisait pas vraiment partie de son train. Oui, c'était un des premiers lanceurs. C'est ça, et là avec Kung, Scottson et Guarnieri, il a largement ce qu'il faut pour faire un super sprint. J'ai beaucoup d'espoir Arnaud Démare, j'avoue, j'attends de voir les premiers sprints. Personne n'est au-dessus de lui, je pense, en tout cas pas de manière intrinsèque, pure et dure. Donc j'ai hâte, Il a de voir gagné le sur ses derniers tours. Hein. Le fait qu'il puisse gagner une étape, on n'en doute plus vraiment. La question maintenant, c'est de savoir s'il est capable d'en gagner, disons, au moins 2 déjà sur un Tour de France qu'il a pour l'instant jamais fait. Imaginez pourquoi pas un maillot vert, mais ça risque d'être compliqué. D'ailleurs, le maillot vert, là, c'est Julien, évidemment, qui l'a avec 50 points devant Michael Matthews avec 43 points. Et Caleb Ewan est passé devant sur le premier sprint intermédiaire avec 17 points, devant notamment Peter Sagan et Brian Coca. Voilà pour ce qui est de nos Français, les copains. On termine donc cette émission avec les bonifs. Comme d'habitude, c'est parti pour les bonifs. Bonif, preview Tour de France. Forcément, comme d'habitude, c'est les maillots distinctifs, les copains, et nos pronos pour ces maillots distinctifs. D'abord, pour commencer, le maillot jaune, pour voir vos pronostics de podium. Et là, ça va être très intéressant. On peut y aller pour le premier pronostic, mon Ben, pour le maillot jaune.
le podium de Polo avec une victoire de Tadej Pogacar devant Primoz Roglic et Richie Porte. Ouais, c'était mon podium. Victoire de Tadej Pogacar, vous l'avez bien compris tout à l'heure quand j'en ai parlé. Je vois vraiment un duel face à Roglic qui sont pour moi les deux épouvantails de ce Tour de France. Et là, c'est Richie Porte sur lequel j'avais beaucoup d'espoir en Dark Horse de cette équipe Ineos, mais qui a tout perdu sur la première étape. Donc, si je devais faire un petit remplacement, je mettrais Geraint Thomas. Je pense que j'irai sur Geraint Thomas en troisième. Mais en tout cas, je pense, sans trop prendre de risques, que le podium ressemblera à ça, avec un Pogacar premier, un Roglic deuxième et un Ineos troisième. Robin, du coup, à ton tour pour ton podium, alors que Stardré nous dit on sait pourquoi Porte est tombé, si tu nous le dis, s'il y a une... C'est parce que peut-être que je lui parce porte que la Polo poisse. l'a mis, Ouais, voilà. c'est ça. Ah oui, voilà, ok. Parce que Polo est le chat noir. Je l'avais qu'il y avait une mis vraie avant info. qu'il tombe, évidemment, vous l'avez compris. Moi, Le j'ai- podium de Roby, du coup. Ouais, j'ai mis Roglic, parce que je l'ai défendu tout à l'heure. Voilà, je pense qu'il a appris de 2020 et que c'est l'heure de sa revanche. Geraint Thomas et Carapace, parce que je crois en Ineos pour challenger Jumbo-Visma. Alors, pas pour faire chuter Roglic, mais pour prendre les 2 places qui restent sur le podium. Et je pense qu'il va y avoir des galères pour Tadej Pogacar. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis sur mon podium. Parce que voilà, il arrive toujours quelque chose à certains favoris. Tout le monde ne peut pas sortir indemne du Tour et passer les 3 semaines sans encombre. Et je pense que Pogacar, peut-être que ce sera une chute, peut-être autre chose. Mais en tout cas, je mise sur le fait qu'il lui arrive quelque chose et qu'il perde du temps à un moment. C'est sympa, ça. Je sais pas que ça me fait plaisir, mais je Ça mise a sur l'air. le fait que malheureusement, il lui arrivera Pourquoi il n'arrive pas quelque chose à Roglic? il pourrait. Lui il à qui pourrait. arrive Tu souvent me demandes quelque de chose. faire un podium. Voilà, moi je pense qu'il y a un des favoris qui va sauter et que ce sera Pogacar. Pogacar a dit en interview ce que j'aime dans le vélo, c'est le panache et aussi les chutes, même si ça va pas faire plaisir à tout le monde. C'est ça. Donc voilà. Peut-être Roglic l'a pas dit, mais en tout cas, il le montre bien sur le terrain. Voilà. Il aime les chutes et qu'il ait du mal parfois à finir ses courses. Et donc mon podium, les copains, avec, vous allez le voir, la victoire, effectivement, moi je pense qu'il va rien arriver du tout à Tadej et qui va l'emporter devant Primoz Roglic. Et par contre, comme troisième, effectivement, je vois Richard Carapace qui m'a rassuré sur le Tour de Suisse. Et dans sa lignée de ces derniers tours, et notamment de sa Vuelta, même s'il ne l'avait pas remporté, il n'était pas loin non plus de Primoz Roglic. Il n'avait pas non plus pris des tirs incroyables dans le contre-la-montre. Je crois qu'il avait pris 40 secondes sur 30 bornes, comme tu le disais tout à l'heure. Je pense qu'il peut, sur des circonstances, lui aussi, aller chercher un podium. Et à la pédale, et surtout en montagne, je le vois sûrement être un des meilleurs, si ce n'est le meilleur avec Tadej Pogacar. Donc, je le vois effectivement aller chercher un podium. Et en quatrième, je vois Julien Alaphilippe. Voilà, je rajoute ma petite place pour Julien Alaphilippe parce que je l'aime et que j'estime qu'il est capable d'aller chercher une très très belle place. Pronostic des maillots distinctifs. On va le voir. On commence par lequel, Ben? Je ne sais pas lequel tu as mis en premier. Maillot à pois, maillot vert. Maillot blanc, du coup. Là, il va lui arriver des trucs, mais quand même pas. Je comprends pas la Mais non, logique. Du coup. il va Si, il y a une perdre du temps. logique. Il va perdre du temps, mais il sera quand même 5, 6 Mais si tu as cette idée-là, mais au moins Godu, qu'on rêve un peu, quoi. Non, parce que justement, je me rattrape. S'il lui arrive rien, au moins j'ai le fait qu'il ait le maillot blanc. Voilà, pour le coup, si on met Pogacar haut dans le L'autre, là, t'as pas le classement, choix. c'est logique de le mettre maillot blanc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut encore jouer le maillot blanc pour ce tour-là et pour les 3 tours prochains. Donc c'est quand même assez impressionnant pour Pogacar qui a C'est vrai, 22 putain. ans. Voilà. 22 ans. C'est un délire. C'est un délire. Terrible. Maillot à pois. Oh non, Voilà. on a pris le même. Ah bah oui, mais bon, c'est logique. C'est le seul qui dit qu'il veut le jouer. Et en plus, potentiellement, il sait comment gérer un maillot à Je pois. me disais vraiment que sur le maillot à pois, on n'aurait pas le même. Ah ouais, tu pensais que j'allais prendre qui Je sais pas, mais il y a tellement de possibilités sur ce maillot-là. Honnêtement, Bah j'ai ouais. pris Guillaume Martin comme j'aurais pu en prendre 5 autres. Je vois Alors- Guillaume Martin aussi. C'était le choix, c'est Qui facile. d'autre si c'est pas Guillaume Martin? Bah, tu pourrais prendre en vrai un Godu. Un Godu tu en pourrais fonction des prendre, circonstances Même de un course, Alaphilippe, ça se tente. Un Français, quoi. Pogacar, hein, Les qui Français gagne. sont quand même un peu plus, j'ai l'impression, attachés à ce maillot que les étrangers. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arrivées au sommet, donc Ouais. pas beaucoup de points doublés. Donc, Yates, à mon bon avis, outsider peut-être- pour le maillot à pois. Yates, ouais, qui a perdu beaucoup de temps aujourd'hui. Nibali, J'ai Barguil. J'ai pensé à Mollema aussi, Mollema. qui aura peut-être pas, qui aime bien partir. Bah là, il dans faut les regarder un chemins, peu les gens qui ont perdu un peu du temps et qui vont jouer les étapes. Mais Yates, clairement, ça marche. Qui est déjà fait le Giro, qui perd 3 minutes aujourd'hui. Je pense qu'il s'est pas battu pour arriver avec les favoris. Et Nibali, Stradri, d'ailleurs, on parlait de Dark Horse. Nibali, je suis. Il a fait le Giro.
Ouais, mais il a pas terminé le Giro comme Non, il aurait voulu. il va et être loin. À voir, à voir. Je sais pas, Aujourd'hui, est-ce qu'il était sera pas loin. mais, On verra. Je garderai un œil sur Lutmer. Ça me fait toujours kiffer quand il fait des beaux résultats. Et donc le maillot vert, Robin, Peter Sagan, Ah, ça ne voyons. m'étonne pas. Et Paul, Ça fait 5 ans Wout van Aert. ça fait 5 ans qu'il met ça. Et même quand il fait pas le Tour de France, Robin il met Sagan. Mais il l'avait pas gagné l'an dernier, on le rappelle. Et il n'avait Non, pas gagné, non, il non. était battu par Bennett. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'imagine bien Wout van Aert plus électron libre que l'année dernière, avec la latitude pour faire des sprints. Et pour le coup, si ça devient son objectif, il peut aller chercher des points là où même Sagan ne peut pas aller en chercher. Et c'est peut-être ça qui me fait pencher un peu la balance pour Van Aert. Donc voilà pour le maillot vert, les copains. Voilà, c'est la fin de cette preview du Tour de France. On le rappelle donc, là on se quitte, il est 18h15. Vous allez pouvoir rester sur la chaîne du stream avec un programme qui régale aussi, parce qu'il va y avoir le récap sport avec toi notamment, Tout à fait. Polo. On va revenir C'est sur jour la des victoire- quiz aujourd'hui. Journée quiz et pour ce qui est sport, on va revenir sur la victoire d'Alaphilippe, sur Toulouse, Magnifique. sur la F1, la MotoGP, et plein de beaux trucs. Et l'équipe donc- de France de foot évidemment à 2 jours de ce match important contre la Suisse. Et grâce à la First Team, vous avez le choix parce que vous restez sur les streams ou alors comme Polo, comme Robin et moi, on va se retrouver sur la chaîne de la First Team pendant 1 heure pour un débrief qui va régaler de cette victoire 19h. effectivement d'Alaphilippe, les jours. copains. Ouais. 18h, 19h. 19h. 19h tous les jours et ça commence dans 1h30, donc soyez là Ça les démarre gars. dans 45 Dans minutes. 45 Et vous savez minutes. quoi, de vous à moi, regardez pas le récap sport. Allez regarder tout, gars. Allez regarder tout, gars. Et moi je vous retrouve dès demain aussi. On se retrouve avec toute l'équipe. Salut les gars. Salut. Ciao, ciao.